Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons débuter la réunion publique du Conseil de quartier Alray Procession. Je vais vous donner l'ordre du jour. Alors, dans un premier temps, il y aura un point sur la communication sur la révision du PLU. Ensuite, un point d'information, le focus recyclage dans le quartier. Si vous avez éventuellement des questions à poser autour du recyclage, je vous inviterai à également poster vos questions auprès de l'adjoint au maire. Pour le point 3, ce serait sur les travaux de quartier Bargues et autour du conservatoire, avec des interventions de Paris Habitat, la direction des constructions publiques et de l'architecture, maître d'œuvre du conservatoire et la direction de l'urbanisme. Je vous remercie et je passe le micro à Mathieu Luina. Bien, bonsoir à tous, Mathieu Luino, donc je suis adjoint au maire. Je vais juste vous faire quelques points, c'est juste une communication sur la révision du plan local d'urbanisme du PLU dont on a déjà eu l'occasion de parler ensemble. Juste ce petit mot pour vous dire qu'il reste 2 jours pour que vous puissiez contribuer, participer à cette deuxième phase de révision du plan local d'urbanisme, donc qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable. Ce plan d'aménagement et de développement durable, c'est le document en fait un peu plus politique de ce plan local d'urbanisme qui va acter des grandes orientations qui sont définies par la ville de Paris sur le prochain plan local d'urbanisme qui sera voté d'ici à mi-2023, fin 2023, et qui va emmener ensemble Paris et les Parisiens pour les 15 prochaines années sur tous les sujets d'urbanisme, de développement du territoire parisien. Juste, donc il vous reste 2 jours pour participer. Vous avez plusieurs options. Vous avez d'abord la possibilité de participer sur le site id.paris.fr qui est mis en place par la ville de Paris. C'est la plateforme habituelle existante. Évidemment, je ne reviendrai pas sur certains défauts que j'ai entendus d'ailleurs en arrivant dans la salle, de certaines concertations qui sont mises en place par la ville. Vous savez qu'avec le maire, on regrette régulièrement que la prise en compte de la parole et des remontées des habitants ne soit pas optimale. Mais là, c'est quand même un moyen assez important pour la ville de prendre en compte vos remarques, vos objections aussi sur certaines des orientations qui peuvent être prises par la ville de Paris en matière de développement urbain. Donc c'est vraiment important et précieux pour nous que vous soyez un maximum à participer. Au mois de novembre dernier, j'étais venu faire un petit point très rapide en proposant notamment aux habitants et au conseil de quartier de nous faire des remontées sur les sites que vous vouliez voir protégés au titre, par exemple, des monuments historiques ou des espaces verts à protéger dans le prochain PLU. Et vos remontées nous ont été très très précieuses. Ça nous a permis de vraiment étoffer la copie de la mairie du 15e qu'on a fait remonter à la ville de Paris. Et pour ça, on tenait à vous remercier. Donc vous avez ce premier site id.paris.fr, mais on a aussi mis en place au niveau de la mairie du 15e un petit questionnaire qui vous a été distribué à votre arrivée dans cette salle. L'idée de ce petit questionnaire, c'est vraiment d'avoir un condensé de ce qu'il y a sur le site internet, notamment pour ceux qui n'auraient pas le temps ou pas la possibilité de se rendre sur la plateforme numérique. Vous pouvez le remplir directement. Vous avez des petites cases qui vous permettent de faire des petites observations sur les différents choix d'orientation politique de ce plan d'aménagement et de développement durable. Donc je vous invite soit à le remplir en marge de ce conseil de quartier, éventuellement à les déposer à la fin, soit à la sortie, soit à venir les déposer auprès de Tony qui est au fond de la salle, ou Ombline, ou moi-même. Et vous pouvez aussi les remplir dans les 2 jours qui viennent et venir nous les déposer en mairie du 15e arrondissement. Ça nous servira pour enrichir toujours la copie que la mairie du 15e va faire remonter à la ville de Paris. Donc encore une fois, l'objectif pour nous, mairie du 15, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de remontées directes des riverains qui habitent le 15e arrondissement, le quartier, pour essayer d'enrichir aussi notre position en tant que mairie d'arrondissement vis-à-vis de la ville de Paris. Juste si je reviens très très rapidement sur les différentes orientations qui sont évoquées dans le document, comme vous pouvez le voir, ce sont des orientations de politique urbanistique et de développement territorial qui sont assez riches. Vous avez à la fois des éléments qui concernent bien la place qu'on doit accorder au logement. Est-ce qu'on veut davantage de logements
dans des termes purement quantitatifs, ou est-ce qu'on veut davantage privilégier le qualitatif, quelle place on accorde aux classes moyennes dans le développement urbain, mais aussi des éléments qui sont en lien direct avec l'importance de la végétalisation, le développement des trames vertes dans le territoire urbain parisien, mais aussi des éléments qui sont peut-être... qui ne viennent pas forcément à l'esprit à première vue quand on parle de plan local d'urbanisme, c'est notamment le développement économique de la capitale. Est-ce qu'on veut une ville qui embrasse davantage les progrès, par exemple, de la ville connectée, ou est-ce qu'on veut une ville où on protège davantage le commerce et l'artisanat local? Donc tous ces éléments, toutes ces observations, vous pouvez en faire part, soit sur, encore une fois, la plateforme id.paris.fr, soit directement sur le petit questionnaire qu'on vous a fait passer. Et il y a évidemment plein d'autres possibilités. Vous avez aussi une case autre où vous êtes libre de nous faire toutes les remontées que vous souhaitez. On avait organisé une réunion de lancement il y a maintenant un petit mois, et puis on avait aussi fait venir des représentants des différents quartiers dans une seconde réunion. Et là, vraiment, on touche à la fin de cette période de concertation sur le PADD. Donc on profite de ce conseil de quartier pour vous refaire un petit mot. C'était l'objet de ce petit propos introductif. Donc il va reste 2 jours, et encore une fois, on vous encourage un maximum à nous faire part de vos remontées. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vous remercie. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors merci Monsieur Luneau. Au second point, nous allons donner la parole à Madame Khadija Taïbi, chargée de communication, division du 15e de la direction de la propreté de l'eau. Merci Samira. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Khadija Taïbi. Je travaille à la mairie de Paris, à la direction de la propreté de l'eau depuis 12 ans maintenant. Je suis donc chargée de communication. Et en fait, je voulais déjà excuser le responsable de la propreté du 15e, monsieur Jean-Nicolas Fleureau, qui n'a pas pu venir ce soir. Et du coup, on m'a demandé d'intervenir sur tout ce qui était dispositif de récupération des déchets, notamment sur le marché Cervantes. En fait, je vais vous parler des déchets, de la collecte des déchets alimentaires, et aussi de vous parler de tout ce qui était possible pour le petit électroménager, sachant que le petit électroménager, depuis quelque temps, ne va plus dans la poubelle jaune. N'hésitez pas à me poser plein de questions, même si ce n'est pas en rapport avec les 2 thèmes abordés. Sur le recyclage, je suis à votre disposition. Le marché le plus proche de votre quartier, j'ai l'impression, moi j'ai cru comprendre que c'était, on m'a parlé de Cervantes, mais il y a le marché Convention aussi qui est pas très loin pour ceux qui n'habitent pas très loin d'ici. Depuis que je vous donne les bonnes dates, depuis le mois d'avril 2021, sur le marché Convention et le mois de juin 2021 sur ce qu'on appelle le marché Cervantes, vous avez la possibilité de venir déposer dans des poubelles avec un couvercle marron. Ces poubelles sont situées aux 2 extrémités du marché. Je reviendrai tout à l'heure précisément où se trouvent ces poubelles. Les jours de marché, donc marché Convention et marché Cervantes, des déchets alimentaires. Avec ces déchets alimentaires, nous, on les ramène ensuite dans un centre de méthanisation et c'est transformé en biogaz essentiellement après et réinjecté dans les voitures de la ville de Paris. Les déchets alimentaires, c'est quoi? C'est un peu plus que le compostage. Peut-être que parmi vous, certains ou certaines pratiquent le compostage ou le lombricompostage. Le déchet alimentaire, ce sont tous les déchets, y compris les restes de déchets comme les coquilles, les coquillages, les arêtes de poisson, les os de viande. Ce n'est pas que comme le compostage où c'est uniquement des épluchures de fruits et légumes. Donc, pour le marché Convention, les poubelles sont situées au niveau du manège, au marché Convention, les premières poubelles, et les autres poubelles sont situées entre la chocolaterie et le fleuriste Marceau, tout petit peu plus haut que la rue de la Convention. Et pour le marché Cervantes, vous allez avoir 2 poubelles place Falguière et 2 autres poubelles à l'angle de la rue Falguière et de la rue Bargue. D'accord ? Pour participer à cette opération, elle existe notamment afin de permettre de réduire les déchets alimentaires. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, le monsieur qui habite le 19e, voilà. La ville de Paris a proposé cette collecte des déchets alimentaires il y a quelques années déjà dans les 2e, 12e et 19e arrondissements dans les immeubles, ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte. Malheureusement, cette collecte en porte-à-porte n'a pas très très bien fonctionné. On faisait venir des gros camions pour quelques centaines de grammes de déchets alimentaires. Du coup, il a été
donné l'idée de proposer cette collecte de déchets alimentaires au sein des marchés alimentaires de tout Paris. Et je peux vous dire qu'on a commencé par le marché Grenelle, ensuite le marché Convention, et plus récemment donc le marché Cervantes et le marché Saint-Charles. Et pour le coup, ça fonctionne très très bien, vraiment très très bien. On est toujours dans cette optique de réduire les déchets alimentaires. Et pour ceux qui... Non, je ne pense pas qu'on n'est pas du tout du côté du marché de Grenelle. Les gens habitent plutôt... c'est plutôt... D'accord. Parce qu'il y avait une particularité sur Grenelle, mais ce n'était pas... Donc si cette opération, si vous voulez participer à cette magnifique aventure et de baisser vos déchets, vos ordures ménagères, si en plus vous faites le tri, encore mieux, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de remplir. C'est Ombline qui récupérera, qui est derrière vous en vert, qui vous fera remplir ce petit formulaire, juste nom, prénom, adresse et mail si vous le voulez, afin de récupérer un kit, ce qu'on appelle un kit Biosso, où dedans vous pouvez, on va vous offrir aussi, il y aura des informations dedans, on va vous offrir aussi 2 rouleaux de sacs compostables, parce que la seule petite contrainte, c'est de mettre vos déchets alimentaires dans un sac compostable ou un sac en papier craft. Parce qu'après, c'est ramené comme ça dans le centre de méthanisation. C'est la seule petite contrainte. Une fois que ces 2 rouleaux sont terminés, je pourrais vous dire d'en acheter, mais ce n'est pas donné. Mais ce qu'on peut faire, ce que monsieur fait et que beaucoup font, vous pouvez en récupérer auprès des marchands de fruits et légumes, des primeurs, dans les magasins. Vous en avez beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire cette opération et ça fonctionne plutôt bien. Et bien aussi en famille. Les enfants adorent aussi le faire. Donc ce kit sur les marchés alimentaires. Avant de passer aux autres points sur la collecte, sur ce qui existe sur le petit électroménager, est-ce que vous avez des questions sur la collecte des déchets alimentaires? Oui, Madame 48 Rubargue, c'est ça, non? 48 Rubargue. D'accord, oui. Donc l'association des locataires. D'accord. Alors j'utilise le système du petit bac. Pardon. J'utilise ce système-là depuis qu'il a été mis en place. Un inconvénient, c'est que les sacs se délitent. Oui, en fait, la particularité du sac compostable, c'est qu'il est très très fin. Mais là, il en faut quasiment un par jour. Parce que si vous avez des choses un peu humides, il y a des fruits qui peuvent avoir un peu de jus. Donc, plus de 80% des déchets alimentaires en fait, sont constitués d'eau. C'est pour ça que c'est très lourd. Donc, j'ai eu la surprise une fois de sortir mon sac et il s'est vidé au milieu de la cuisine. C'est pas très drôle. En ce moment, même si nos appartements sont chauffés, l'environnement est relativement frais. Je ne sais pas quelle sera la réaction lorsqu'il va commencer à faire de grosses températures. Je suis d'accord avec vous. Je vais répondre sur les 2 points. Le premier point, ce qu'on conseille beaucoup aux habitants, c'est de mettre au fond, avant même de mettre votre sac compostable qui est très très fin ou le papier craft, de mettre du papier en carton. Ça va absorber une grosse partie de l'humidité et ça va éviter de couler. Ça, c'est un petit conseil intéressant. Je suis d'accord avec vous sur là, il fait bon, mais les chaleurs... vont arriver vite, j'espère d'ailleurs. On tente actuellement une expérimentation et j'espère très sincèrement, comme ça marche très très bien, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur le marché Cervantes. Vous allez au marché Cervantes, madame, c'est ça, d'accord. Je parlais tout à l'heure de la particularité du marché Grenelle. Sur le marché Grenelle, depuis 1 mois et demi, 2 mois, on expérimente, et on le fait que sur 2 marchés à Paris, dans le 13e et au marché Grenelle, on a installé des abris-bacs. Ces abris-bacs sont là tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils n'ont pas encore été tagués, ils n'ont pas été abîmés. On collecte tous les jours pas mal de déchets alimentaires, donc là ça va vous permettre de venir plus souvent déposer vos sacs de déchets alimentaires. Donc, en plus, sur le marché Cervantes, il y a vraiment de la place, que ce soit près de... C'est un square à l'angle Bargue. Oui. Non, pas la place Kandinsky. Le square Plateau. Merci. À l'angle du square Platon, en effet, il peut y avoir de la place. Comment ? À l'angle du square Platon, en effet, il peut y avoir de la place pour mettre des bacs. Sinon, les autres bacs, bacs, on les met sur la place Falguer, en fait. Et là, il y a un petit peu de place. Mais même s'il y a 2 bacs sur un marché, c'est déjà suffisant parce qu'ils seront collectés tous les jours, à part le lundi. Mais tous les jours, ils seront collectés. Alors, ça, c'est la particularité de l'expérimentation du marché Grenelle. Comme ça marche bien, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas sur les autres marchés. Mais là, pour le moment, surtout que vous venez juste de commencer, le démarrage a été un petit peu compliqué, mais là, ça fonctionne de mieux en mieux. C'est moi qui récupère les tonnages, donc ça fonctionne même bien. Si l'expérimentation est
est bonne, et c'est le cas depuis pratiquement 2 mois. On va déployer ça sur les autres marchés. Les jours de marché, tout à fait. Et les horaires de marché. Les jours de marché, c'est une bonne question. Mercredi et samedi. Mercredi et samedi. Pour Cervantes. Cervantes. Pour le marché Cervantes. Convention, c'est mardi, jeudi, samedi. Dimanche. Là, je voulais juste savoir si vous m'écoutiez un petit peu. Donc, dimanche pour convention. Mardi, jeudi, et dimanche. Dimanche pour convention, ouais. Une question. Oui. Une autre question, toujours sur ce compostage. Oui. Qu'en est-il de la mise à disposition dans les immeubles sociaux de systèmes pour récupérer ces déchets alimentaires? Parce que ça va devenir obligatoire, si je ne m'abuse, en 2024. Alors, l'obligation n'est pas de mettre dans les immeubles. Comme je le disais tout à l'heure, on a proposé ça il y a 2-3 ans dans le 19e, voilà, dans les 2e, 12e et 19e arrondissements, mais ça ne fonctionne pas très très bien, pour pas dire pas du tout. Et du coup, l'idée était de proposer ce service-là, qui est une obligation, oui, mais une obligation, on peut le proposer dans les marchés. Et comme dans les marchés ça fonctionne, il est question peut-être aussi de les proposer peut-être pas très loin des écoles, pour permettre aussi aux familles, quand ils vont déposer leurs enfants, de les déposer. Mais ça, c'est des suppositions, c'est pas du tout acté. Pas très loin dans les parcs et jardins aussi. Donc, mais dans les immeubles, je vous assure que faire déplacer des bennes pour des grammes, des centaines ou quelques kilos, c'est complètement... c'est ridicule. C'est ridicule. Donc du coup, ça ne sera pas dans les immeubles, d'autant plus que dans les immeubles parisiens, et encore, enfin, pas particulièrement dans le 15e, mais on a déjà plein d'immeubles dans le 15e où on n'arrive pas à mettre nos 3 poubelles. Jaune, blanche et verte. Mais... Vous en ramassez plein dans les immeubles. Parce que, on ne sait pas où les déchets alimentaires ? Oui, à peu près. Dans les déchets alimentaires se retrouvent 26, je dis pas de bêtises, 26% de la quantité de ce qu'on trouve dans la poubelle d'ordures ménagères, donc couvercle de couleur verte, sont des déchets alimentaires. Tout à fait. Donc après, au-delà du déchet alimentaire, c'est vrai que je dévie un petit peu sur le thème de la soirée, mais au-delà des déchets alimentaires et de la collecte des déchets alimentaires dans les marchés, vous avez 2 autres possibilités. Une première possibilité qui est le compostage en immeuble. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont dans leurs immeubles. L'idée, c'est de déposer, s'il y a une cour, un petit bout de jardin dans votre immeuble. Et là, pour le coup, on n'est pas sur tous les déchets alimentaires, on est juste sur les épluchures de fruits et légumes. Ça, c'est une première possibilité. Il y a un petit formulaire que je vais laisser aussi sur la table. Deuxième possibilité, justement, je pensais être en retard, mais j'ai participé à une réunion à la mairie du 15e, là, tout à l'heure, à 18h. C'est ce qu'on appelle les lombricomposts. Parce que le composteur collectif, l'inconvénient, c'est qu'il faut l'accord du bailleur social ou du syndic. Souvent, c'est freiné par le gardien, alors que le gardien n'a absolument rien à faire sur ce compostage, mais ça freine un petit peu. Et puis parfois, il y a des habitants qui veulent le faire, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de petit espace pour pouvoir mettre ce composteur collectif. Du coup, depuis 2-3 ans, je suis un peu vague sur les chiffres quand même, hein. Bon, depuis 2-3 ans, on a proposé des lombricomposts qui sont un peu plus petits que la chaise, et ça, c'est pour les mettre dans les appartements. Ça fonctionne très 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 bien dans le 15e. On est l'arrondissement où on en a donné le plus. En fait, c'est la mairie de Paris qui donne, mais on en a tellement donné qu'à un moment donné, on n'avait plus le budget. C'est la mairie du 15e qui a pris le relais et qui en a acheté, mais je ne vais pas vous dire des centaines, mais on est facile à 500 ou 600 lombricomposts déjà donnés. Et ce soir, en réunion, on était 60. Il y avait 60 personnes qui participent à la réunion parce qu'il y a une formation faite par un maître composteur. Et ça fonctionne très très bien. Très très bien aussi. Donc compostage, lombricompost et déchets alimentaires. Et si en plus, au niveau des consignes du tri, tout va bien, votre poubelle d'ordures ménagères, il n'y aura quasiment plus rien. Plus rien. Sur le tri, je fais ma petite com là. Sur le tri, sur la table derrière vous, je vous ai laissé un petit peu de doc sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. C'est un petit magnète qui est super facile. Vous mettez ça sur le frigo et ça vous dit exactement ce qu'on y met. Et ce qui n'y est pas dessus, on n'y met pas. Le doute, on le met dans la poubelle d'ordures ménagères. Le guide un peu plus complet. Et je mettrai aussi, parce que malheureusement je vais devoir vous quitter pas dans très 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 longtemps, je mettrai aussi ma carte professionnelle. Et si vous voulez me contacter directement, n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées sur des questions et
liées aux déchets alimentaires, au recyclage, mais aussi liées à la propreté, parce que comme je vous le disais, je travaille aussi pour la propreté de Paris, et je me doute bien que vous avez plein de questions, mais ce n'est pas le thème de la soirée, heureusement. Voilà pour les déchets alimentaires, compostage et lombricompostage. D'accord ? Compostage, il y a un formulaire. Lombricompostage, on passe plutôt par la mairie d'arrondissement, mais vous me contactez, moi je vous dirai c'est quoi le process pour avoir un lombricomposteur à la maison. Ensuite, c'était sur le petit électroménager. Il y a encore quelques années, encore 3 ans, on pouvait mettre le petit électroménager dans la poubelle jaune. C'est plus du tout le cas parce qu'aujourd'hui, en vérité, depuis 3 ans, finalement, il y a la règle du 1 pour 0, pardon. Est-ce que vous savez ce que c'est que la règle du 1 pour 1 ou la règle du 1 pour 0 dans le domaine du recyclage, de la récupération ce qu'on appelle les D3E, ce sont les déchets d'équipements électriques et électroniques. En fait, il y a 3 ans, quand vous deviez acheter un réfrigérateur, vous allez, je sais pas, boulanger, Darty, où vous voulez, le magasin était dans l'obligation de récupérer votre ancien réfrigérateur. Ça, c'est la règle du 1 pour 1. Je viens acheter un frigo et je vous en laisse un. Ça, c'est la règle du 1 pour 1. Mais depuis 3 ans, la règle a changé. C'est la règle du 1 pour 0. Même si vous n'achetez pas chez Darty, chez Boulanger, un frigo, vous pouvez aller, ils sont dans l'obligation de récupérer le frigo. C'est la règle du 1 pour 0. Et du coup, tout ce petit électroménager, qui était compliqué aussi à recycler derrière sur les centres de tri, est récupéré par d'autres moyens à la ville de Paris. Les autres moyens, je vais tout de suite vous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le premier moyen, ça il existe depuis quelques années maintenant, c'est le tri mobile. Ça vous parle ? Ça ressemble un peu à un food truck. Avec dedans c'est une sorte de mini déchetterie. Alors il est présent dans le 15e dans 7 points, il passe 7 fois par mois dans le 15e arrondissement. J'ai noté que le plus près c'était peut-être la mairie, je suis pas sûre, oui. Alors il passe à la mairie. La place Jacques Marette, d'accord. Alors la place Jacques Marette, c'est le plus près pour vous, d'accord, je vous dis tout de suite. D'accord. Alors, la place Jacques Marette, tous les troisièmes mardis du mois, vous avez ce tri mobile. Non, du tout. Il a toujours passé une fois par mois à Jacques. Alors, on confond les choses, madame, j'arrive. C'est pas du tout le tri mobile qui passe le samedi, mais pas grave, je vous explique après. Il passe, ça veut dire quoi ? Alors, il s'installe comme un food truck, il s'installe pendant 4 heures. Voilà, de 9h à 13h. On réfléchit un petit peu à la mairie de Paris sur la modification des horaires qui ne sont pas très judicieux pour que les gens puissent venir ne serait-ce qu'après le travail ou plutôt le matin. C'est vrai que les horaires ne sont pas top, ça je vous l'accorde. Alors, Jacques Marette, le 3e mardi du mois, tout ce qui c'est vraiment la déchetterie mobile, hein, le petit électroménager, la vaisselle, les cartons, les lampes, le matériel informatique, vous pouvez y aller. Donc je vous laisse le calendrier annuel qui est sur la table là-bas. Donc ça, c'est une première possibilité. Et vous disiez qu'il y en avait un à la mairie ? Oui, il y en a un à la mairie du 15e, je crois que c'est le premier jeudi du mois, qui est juste face à la mairie. Vous avez le square de Selle, l'esplanade de Max Yedge, le 67 avenue Émile Zola, c'est plus vers Vaugrenelle, le 3 rue des frères Morane, pardon, c'est pas 4, et la place de la Montagne du Goulet. Vous avez le programme de l'année sur ça. Donc ça fait quelques années et ça fonctionne bien à tel point que parfois, à 13h, au moment de la fermeture, on est obligé de rappeler d'autres véhicules pour mettre des déchets dedans. L'autre possibilité, et là c'est ça madame dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle les collectes solidaires. Ça c'est un éco-organisme supplémentaire. Alors le Trimobile c'est mairie de Paris. Voilà, Trimobile pour faire simple, c'est mairie de Paris. Les collectes solidaires, effectivement, ce sont des collectes qui interviennent le samedi, mais pas tous les samedis. Ils interviennent, là sur le premier semestre par exemple, ils vont intervenir 5 fois. Donc, le matin. Alors eux, ils interviennent, effectivement, c'est pareil, c'est que le matin. J'ai un doute. Oui, sauf qu'au lieu de finir à 13h, c'est 13h30, tout à fait. 9h30, 13h30. Mais là, c'est samedi. C'est un peu plus facile pour y aller. Effectivement,
place Jacques Marette. Donc là, sur Jacques Marette, sur le premier semestre, ils y sont 3 fois. Et puis le deuxième endroit, c'est 3 fois, dont samedi, ce samedi-là, si vous voulez y aller, de 9h30 à 13h30. Et le deuxième endroit, c'est la place de la mairie, 2 fois. On va rajouter un troisième endroit qui sera 67 avenue Émile Zola. C'est toujours au niveau de Beaugrenelle parce qu'il y a une opération qui s'appelle le territoire zéro déchet. Je n'ai pas trop envie de vous casser la tête sur ça. C'est du côté de la rue des 4 Frères Peignot. Donc sur le deuxième semestre, il va y avoir un troisième endroit pour les collectes solidaires. Et les collectes solidaires, chez nous, c'est l'éco-organisme écologique qui intervient. Et c'est sur tout ce qui est les déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est vrai qu'eux, par rapport au Trimobile, ils interviennent que 8 ou 9 fois dans l'année. C'est pour ça que vous me disiez, ils interviennent moins souvent. Ouais, c'est 2 choses différentes, complémentaires, mais 2 organismes différents. Donc ça, c'était sur les collectes solidaires. Alors, bonjour. Oui, madame. C'est juste complémentaire. D'un côté, vous avez le Trimobile qui... Voilà. Et l'autre, c'est complémentaire. L'autre, c'est uniquement les déchets d'équipements électriques et électroniques. Tout ce qui a des piles, tout ce qui est électrique, en fait. Oui, tout à fait. Et le deuxième, enfin le Trimobile qui intervient 7 fois dans le 15e par mois, c'est ça, plus le carton, comme une mini-déchetterie, en fait. Mais c'est ça aussi, c'est le deuxième aussi. Alors, je vais la refaire. Non, c'est peut-être moi qui n'ai pas été... Oui, tout à fait. Oui. Il y a l'électronique et le reste de tout ce qu'on peut retrouver dans une petite déchetterie. Pour compléter le Trimobile, food truck, déchetterie mobile, on va dire, vous avez la chance dans le 15e arrondissement d'avoir, parce qu'il n'y en a que 2 à Paris, il y en a un dans le 13e et un dans le 15e arrondissement, d'avoir ce qu'on appelle un espace Pasteur. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est une toute petite déchetterie qui est ouverte du lundi au dimanche, de 9h à 18h, et qui est située sous le métro aérien Sèvres-le-Courbe. Voilà, et ça c'est ouvert toute l'année. Alors il y a 2-3 jours, 1er mai, 25 décembre, 1er janvier peut-être, mais c'est ouvert toute l'année. Et là, vous avez quelqu'un qui est tout le temps présent pour vous aider. Si vous n'y arrivez pas, il y a en plus alors les lampes, les piles, les vêtements... tout, voilà, vraiment. Alors c'est pas la grosse déchetterie où vous allez pouvoir déposer un réfrigérateur ou... alors en parlant des déchetteries et des gros volumes, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Pareil, je dévie un petit peu par rapport aux petits électroménagers. N'hésitez pas à contacter les services de la ville de Paris si vous avez des encombrants à jeter, des choses à vous débarrasser. Ça reste vraiment le souci principal, l'un des soucis principaux, j'allais dire, sur la propreté dans le 15e arrondissement, où on a énormément de gens qui continuent à déposer leurs encombrants sans nous prévenir. Et un encombrant qui est déposé rue Corbon, par exemple, aujourd'hui, si on ne nous appelle pas, si on n'appelle pas la mairie de Paris, le camion qui passe sur certaines rues, le matin, quand il arrive pour sa prise de fonction, de poste, il a un parcours à faire par rapport aux rendez-vous qui ont été pris. Il ne va pas forcément passer sur la rue Corbon. Et puis, dans 2-3 jours, le simple dépôt, la planche en bois qui est déposée, qui n'a pas été signalée, ça va se transformer en un énorme dépôt. On dit que le dépôt appelle le dépôt. Et ça, c'est n'hésitez pas à nous appeler, et n'hésitez pas surtout à l'heure des smartphones. Pareil, vous avez ça sur la table au fond, à télécharger l'application Dans ma rue. Là, je dévie un peu sur la propreté. Je suis désolée, Ombline, je ne sais pas où elle est, mais je suis désolée. N'hésitez pas à télécharger cette application qui s'appelle Dans ma rue pour toute incivilité. Dès que vous voyez un graffiti, je ne sais pas moi, une poubelle cassée, des encombrants, des dépôts sauvages, n'hésitez pas. Il y a une réactivité qui est quand même intéressante, qui va directement vers le service concerné. Même si c'est par exemple un problème de voirie, moi je travaille à la propreté, mais on va vous demander des éléments d'information sur ce que vous signalez, vous allez prendre en photo, et ça va aller directement au service, à la direction de la voirie. Ça, c'est un outil très très intéressant pour vous et pour nous en termes de réactivité. Plus on a l'information tôt et plus on va pouvoir agir. Je ne vous dis pas qu'on a des baguettes magiques, qu'on interviendra tout de suite, mais ça fonctionne plutôt bien. N'hésitez pas à cette application qui s'appelle Dans ma rue. 3975 à l'ancienne, oui. Voilà, je suis un peu plus... ok. Si vous avez des questions sur mon intervention, sur les déchets alimentaires, sur
le recyclage ou du petit électroménager. Comme je vous disais, je reste à votre disposition, je vais vous écouter. Je vais laisser mes cartes au bout pour vous répondre très tranquillement et cette semaine sans aucun problème. Et puis, oui, je vous écoute. Excusez-moi, brièvement. Avant, nous avions le Trimobile qui se mettait sur la place Kandinsky. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'on ne la voit plus du tout. Parce que descendre des objets un petit peu encombrants, un petit peu lourds jusqu'à la place Marette, c'est pas toujours évident pour des personnes qui n'ont pas une grande mobilité. C'est vrai, c'est depuis les travaux du marché où ça a été déplacé, ça n'a jamais été remis. Après, je crois, hein, je ne vais pas m'avancer trop, mais je crois qu'il y avait un problème par rapport au sol qui pouvait supporter ou non le Trimobile. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais... Il y a encore de la place dans le fond de c'est pour l'accès, pour l'installer. C'est vrai que c'était le 8e point qui a été retiré. Une fois par mois, c'était quand même très pratique. Merci. Je reviendrai vers Samira Bouziane pour la réponse réelle, parce que là, je vous ai donné une réponse un peu... Oui, merci. Mais enfin, c'était sur le même sujet, parce qu'avec le nouveau conseil de quartier, on avait fait une proposition pour rajouter effectivement un Trimobile sur cette zone-là, puisqu'elle est très dense au point de vue habitat social, alors que du côté de Georges Brassens, c'est beaucoup moins dense, et qu'il n'y a effectivement aucun Trimobile. Donc il y a eu une proposition qui a été faite pour le mettre sur le côté de la rue d'Alray, entre la copropriété Le Parnassium et le square qui est de l'autre côté, avec l'église. Est-ce que vous ne confondez pas avec le Trilib par hasard? Non. Ah, peut-être. Alors le Trilib. Le Trilib, c'est pourquoi? Petite parenthèse Trilib. Non, je pense pas. Non, je vous laisse terminer, puis après je parle du Trilib, du coup. Mais je ne sais pas où ça en est, puisqu'il y avait une proposition d'en rajouter un. Moi, c'était sur le Trimobile que j'étais intervenue. On avait demandé, et depuis, il n'y a plus rien eu. Donc ça fait à peu près 1 an, ça. Donc je ne sais pas. Pour ne pas vous dire de bêtises, je reviendrai vers Samira Bouziane, qui a certainement vos coordonnées, pour vous donner une réponse concrète dès demain matin. D'accord, sur ce sujet-là. Le Trilib, très bien. Le Trilib, c'est quoi? On s'aperçoit qu'il y a à Paris, et dans le 15e, pas en particulier, mais dans le 15e aussi, qu'il y a des immeubles où malheureusement, il n'y a pas la place pour mettre la fameuse poubelle, ce qu'on appelle nous, multimatériaux, la poubelle jaune. Et donc, de plus en plus, on essaye de prendre 1 ou 2 places de stationnement et de mettre des gros blocs comme ça c'est comme des grosses poubelles, comment vous dire, je vais ramener de photos. Voilà, il y en a un qui a été installé ce matin, rue Péclet. C'est-à-dire que quand vous sortez de la mairie, vous allez sur la droite en direction du cinéma. Voilà. Et là, il y en a un qui a été installé. Dedans, on peut y mettre tout ce qu'on met dans la poubelle jaune et tout ce qu'on met dans la poubelle couvercle blanc, le vert. D'accord. Il y en a un qui a été installé. Je pensais que vous parliez de ça parce qu'il y en a un qui a été installé rue d'Alray. Ouais, rue d'Alray, au mois de décembre. Au mois de décembre. Le premier a été installé à l'angle rue Blomet, rue Convention. Fonctionne bien aussi. Et là, aujourd'hui, ce matin, le 3e a été installé face aux 2 rues Péclet. Donc, tout ce qu'on met dans la poubelle jaune et tout ce qu'on met dans le vert. Donc, c'est pas de ça que vous parliez, mais ça m'a permis d'en parler quand même. La répartition des points de collecte des 3E était très mal répartie sur l'arrondissement. Il y en a beaucoup qui sont plus vers Beaugrenelle et vers la Seine, alors que la Seine est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitation par définition. Et alors que là, sur notre quartier, il y a beaucoup de logements sociaux. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de monde. Dans la Seine, il y a beaucoup de monde qui passe. Oui. En tout cas, c'est vraiment bien rempli à chaque fois. Hein. Quels que soient les endroits, c'est bien rempli. Hein. Que ce soit le Trimobile ou la collecte solidaire. Oui. Alors, bonne question. J'ai la réponse. Le 4e bloc, c'est pour nos agents de la propreté. Vous savez, quand il y a apparemment, il va neiger là demain ou après-demain. Quand il y a des périodes de neige où on a besoin de saler ou de mettre du sable, c'est un endroit de stockage pour nos agents. Tout simplement, oui. Oh, oui. C'est vrai que. Non, c'est vrai que c'est pour nos agents de la propreté de Paris, oui. Tu sais qu'il y avait 4 choses
Non, deux. Il y a deux. En fait, il y a 3 blocs. 2 qui correspondent à la poubelle jaune, et puis le 3e pour le vert. Vert VE2RE. Voilà. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Le VS Necker-Falguière fait partie du réseau francilien d'informatique solidaire. C'est-à-dire que c'est un réseau d'associations qui récupèrent les vieux postes informatiques, qui les retapent, ils mettent des installations de logiciels libres et on les distribue gratuitement aux populations qui ont des problèmes. Et ce réseau voudrait rencontrer votre direction. Avec plaisir, je veux passer au niveau parisien, parce qu'on a une masse de matériel, puisque des entreprises et des industriels remettent ce matériel. Donc il y a tout un circuit parallèle de mise en valeur de l'ancien matériel. D'ailleurs, dans notre local, nous n'avons que du matériel que nous avons ramassé dans la rue. Voilà. Donc c'est assez urgent. Oui. Alors, merci. Jean-Marie, je ne suis pas trop à même de répondre à cette question, mais j'en ferai part à M. Fleureau dès qu'il sera de retour. Je ne peux pas te dire oui ou non aujourd'hui. Alors, d'autres questions? Déchets alimentaires. N'hésitez pas, les déchets alimentaires. Hein, ça va, comme un bébé, ça va changer votre vie. Vous êtes dans le 15e? Oui. Et donc, ça veut dire que François peut vous apporter des choses? C'est ce qu'on reçoit. Je sais pas, des vieux ordinateurs. Oui, tout à fait. Oui, on nous donne des ordinateurs, on les retape, on met des logiciels libres. On a compris ce que vous faites, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est ça, c'est exactement ça. Dites-nous où, quand et quoi? C'est 15 rue Georges Duhamel. L'espace de vie sociale. Voilà. Et on en distribue et on fait même la formation, puisqu'on installe les logiciels libres. On forme les personnes, avant de donner l'ordinateur, on les forme 3 séances de formation sur les logiciels libres. Oui, mais donc nous qui avons du vieux matériel informatique, nous pouvons aller le porter chez vous, à l'adresse que vous avez donnée. Voilà. Quel jour et quelles heures? Ça dépend. Hein. Vaut mieux, pour l'informatique, c'est le vendredi matin, à coup sûr. Parce qu'on forme tous les seniors le vendredi matin. Donc on est sûr d'avoir une permanence. Et puis même, on peut vous les réparer. Hein. On peut vous dire que votre ordinateur est encore valable. On peut récupérer les données. Enfin, on fait, on fait les choses sérieusement. Je confirme. Bon, tu as vu ta réponse, Jean-Marie, magnifique. Juste pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, vous avez de la documentation derrière, n'hésitez pas à vous en servir. Pour terminer sur la propreté, je vous ai mis à disposition aussi des cendriers de poche. Je vous rappelle que tous les jours, les éboueurs de Paris ramassent 1 tonne de mégots dans la rue. Il en reste encore beaucoup. Donc 350 tonnes par an. On essaye de faire attention. Et pour ceux qui ne fument pas, c'est l'occasion de commencer. N'importe quoi. Bonsoir. Des questions ou ça va aller? Pour les kits, avec Ombline, en fin de soirée, avec un petit formulaire à remplir. Le Ombline, c'est la deuxième jolie jeune fille de la soirée. C'est la première, elle est devant vous quand même. Je ne fais pas compliment à soi-même. C'est ça, c'est quand même. En vert. Voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas, je vous laisse mes cartes pour pas harceler. 06 de notre C'est magnifique. Non, c'est vrai que pour toute question de propreté, il y a un élu à la propreté, Jean-Yves Pinet, on va le laisser tranquille un petit peu. Vous pouvez m'envoyer vos plaintes, vos doléances. Merci pour lui. Oui, madame. Je veux juste relever par rapport aux mégots, parce que moi je ne vois pas beaucoup que les mégots soient ramassés, parce que sous les fenêtres, les mégots, on balaye, on prend avec des petites choses comme ça.
Des pinces à déchets, oui. Des pinces, et puis, mais c'est tout, donc c'est jamais balayé. Donc les mégots, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là parce qu'au quotidien, ils sont repositionnés là. Non, mais je vois, moi, ils sont pas. Enfin, je vois sur ma fenêtre 48 barres, c'est pas balayé. Ouais. 48 barres aussi, oui. Alors, pour intervenir régulièrement dans les écoles sur la thématique de la réduction des déchets, sur la thématique du gaspillage alimentaire et sur la propreté, on organise de plus en plus souvent, à la demande des écoles, ce qu'on appelle des opérations de nettoyage citoyen. Il y en a de plus en plus adultes qui en font, des lycéens, des adultes qui font ça, mais aussi les écoles élémentaires, voire même maternelles. Et quand on fait ces opérations, on reste par exemple une semaine sur une école, on a fait il n'y a pas très longtemps sur l'école Mademoiselle, où pendant toute une semaine, on a pris avec mes collègues une classe pendant 1 heure. Et on faisait le tour du pâté de maison, de l'école, du quartier. On faisait 1 heure un secteur bien précis, on revenait 1 heure après, on avait d'autres mégots. Il y en a énormément. Sachant que les poubelles, il y en a 30 000 à Paris, il y en a 2400, 2500 dans le 15e arrondissement, même s'il y a différentes variétés maintenant de poubelles. Sur les poubelles, vous avez un éteignoir qui est plus ou moins visible, mais souvent, on retrouve beaucoup de mégots au bas de la poubelle, alors qu'il y a juste à éteindre et à mettre ça dans la poubelle. Non, je suis d'accord avec vous, mais par contre, quand je vois les balayeurs, je ne vois pas beaucoup les balayeurs ramasser les mégots. Excusez-moi. Moi, je vous dis que si. Après, avec les mains, c'est difficile. Parce qu'avec les petites choses comme ça prend pas les mégots. C'est pas des petites choses. C'est pas des petites choses, ce sont des pinces à déchets. Et puis d'être derrière une personne qui fume 10 fois par jour, c'est pas évident. C'est mentalité. Oui, c'est vrai. Oui. Mais on pourrait organiser mais avec grand plaisir. On peut le faire. Avec grand plaisir. On y va ? On y va là Oui. Collaborateur occasionnel du service public. Non, mais... Oui. Laissez-moi, appelez-moi demain. Et on en fera, j'en fais régulièrement, très sincèrement. Vous pouvez venir, ouais. J'en ai 2-3 faciles, d'accord ? On ramassera que les mégots, si vous voulez, au 48 rue Bargue. Oui, madame. Oui, moi j'ai entendu parler de poubelles à mégots pour pouvoir les recycler. Il en a été question il y a 2 ou 3 ans, lors d'une réunion de quartier. Et apparemment, la mairie de Paris n'était pas très intéressée par ce genre de choses. C'est toujours le cas. Y a pas, non. C'est pourtant l'ère du recyclage. Et pourquoi on ne peut pas les recycler ? Très sincèrement, j'ai bien entendu parler. D'ailleurs, la mairie du 15e a été à l'initiative sur les masques. Oui. Mais sur les mégots, c'est toujours pas d'actualité. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Il y en a beaucoup. Je sais pas. Dans les mairies. Ouais. Des boîtes en carton, mais tout de là, on en fait des règles, des rapporteurs pour les écoles, des choses comme ça. Ça fait une sorte de plastique. Oui. Très bien. Je dois aller au Parc des Princes. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. J'espère que demain. Merci. Et je vous laisse, c'est là-bas. Merci Madame Taïbi pour cette belle présentation. Nous allons... Oui, et très dynamique. Oui, il y a beaucoup d'animation. Alors, pour le point 3, on parlera des travaux du quartier Bargue et autour du conservatoire avec des intervenants de Paris Habitat, Madame Mariana Ivankowski, Monsieur Henri Fraisse, la direction des constructions publiques et de l'architecture, Madame Magali Guyon, le maître d'œuvre du conservatoire atelier WRA, Vladimir Doré et Marion Conradi, et la direction de l'urbanisme au service de l'aménagement, Monsieur François Hoth. Je vous remercie. Oui, juste un mot d'introduction pendant que s'installe, c'est pour meubler, hein, pendant que vous vous installez. Vous savez, on vous a présenté il y a déjà plusieurs années une opération de requalification complète du secteur Bargue, Falguière, Procession, Platon, puisque
je considérais que cet urbanisme avait beaucoup vieilli, qu'il n'était plus adapté, que l'urbanisme sur Dalle a toujours été un échec urbanistique. C'est pourquoi j'essaie de le faire disparaître dans le 15e. On essaye aussi une grosse opération d'urbanisme sur Montparnasse, la Dalle, de Montparnasse, la Tour, etc. Le front de Seine, c'est plus compliqué. Mais enfin, on essaye de revenir à un urbanisme parisien, c'est-à-dire sur rue. Donc l'idée, c'est de passer d'un urbanisme sur Dalle, qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionne pas et qui est très glauque, surtout sur Bargue-Falguière, à un urbanisme sur rue, en cassant les dalles, donc en redescendant au niveau du sol. C'est là que veulent être les habitants, les Parisiens, les promeneurs, les marcheurs, les usagers, et bien sûr en végétalisant au maximum, et si possible en améliorant aussi les conditions de vie des habitants, notamment du secteur de Paris Habitat qui est assez implanté là-bas. Donc l'idée, c'est de démolir les dalles hautes de circulation des deux îlots, la création d'un nouvel accès au 47 Bargues, c'est-à-dire en face du 48, comme ça on l'indique, de réaménager les espaces extérieurs des deux îlots en les végétalisant au maximum, de faire une réhabilitation des immeubles plan climat, enfin on va vous expliquer ça dans le détail, hein, je donne les grands axes. Ça, c'est Paris Habitat, qui est l'occupant principal des lieux. Deuxièmement, il y a la ville de Paris, parce que il y a un enchevêtrement en fait de propriétés entre Paris Habitat, ville de Paris, etc. Le projet principal de la ville, c'est l'extension du conservatoire Frédéric Chopin, conservatoire de musique, de danse, de théâtre, qui est sur la Dalle. L'idée, c'est de le faire redescendre au sol, si je peux dire, ce qui libérera aussi d'ailleurs des espaces plus que glauques d'accès à la crèche, évidemment, mais qui du coup la crèche sera fermée à cause des travaux pendant un certain temps. Donc d'étendre le conservatoire qui est beaucoup trop petit pour un arrondissement d'1/4 de million d'habitants, évidemment. Donc il s'agit de le rénover et de l'étendre. De modifier l'accès du gymnase Falguière et de le rénover aussi entièrement parce qu'il pleut à l'intérieur. Quand même, moi quand j'y vais et que je vois les gymnastes qui sont obligés de faire leur gymnastique entre les seaux d'eau qui sont posés par terre parce que ça pleut dedans, vous voyez, c'est quand même fâcheux. De réhabiliter complètement la place Kandinsky. Alors vous voyez actuellement, quand on a libéré le marché Cervantes pour le mettre rue Falguière, rue Bargue, c'est sûr que la place Kandinsky, du coup, se retrouve une espèce de zone abandonnée, quoi. Enfin, elle est abandonnée jusqu'au moment où on va la refaire. Il y a plusieurs idées. Il y avait une idée qui était, je crois, très intéressante, qui était de casser la dalle. En dessous, sur les 2/3 de cet espace, il y a le parking de Paris Habitat en dessous, et sur un tiers, là où il y a la rangée d'arbres, c'est de la pleine terre. Donc l'idée, moi ça me plaisait beaucoup, mais je ne sais pas si c'est réalisable, peut-être que vous nous le direz, c'était de casser la dalle, qui est le toit du parking en fait, de Paris Habitat, de remplir de terre le premier niveau de parking pour faire de la pleine terre, et là, faire vraiment une végétation de plein sol, quoi, vous voyez. Alors c'est un projet assez ambitieux, assez coûteux, je ne sais pas si on va le faire. En tout cas, si on n'y arrive pas pour des raisons techniques ou autres, ou budgétaires d'ailleurs, l'idée c'est évidemment d'en faire le concept de place de village, vous voyez ce que je veux dire, avec des aménagements végétaux, des plantations d'arbres aussi d'ailleurs, puisqu'il y a quand même un tiers de pleine terre, d'agrément, une place d'agrément. Sachez que le marché Cervantes, depuis qu'on l'a déplacé, revit, alors qu'il était en train de mourir quand même, hein. Les marchands pensaient à partir pour ça d'entre eux. Il en restait peut-être une douzaine à peine, même s'ils étaient de qualité, je tiens à le souligner. Surtout certains, mais enfin je ne citerai personne, on va faire de jaloux. Là, depuis qu'il a été réinstallé sur Bargue-Falguière, Bargue-Falguière, il renaît, je vous dis, en moyenne, je discutais avec le concessionnaire il n'y a pas longtemps, c'est une augmentation de 30% du chiffre d'affaires quand même, des marchands. Donc ils sont contents. Du coup, il y en a qui reviennent. On l'a un petit peu modifié parce que l'idée, c'est aussi sur ce marché de faire une espèce de contre-allée aussi le long du square, vous voyez, le long du square Platon, de mettre aussi des marchands, comme ce qui sera en vis-à-vis avec ceux qui sont le long de la rue Falguière, de ce côté-là, parce que c'est mieux quand il y en a plus, quoi, ça attire plus de monde, et il y a des candidats. Le concessionnaire me dit que pour la première fois, ils ont des candidats supplémentaires, donc je discute avec la direction des affaires économiques et l'emploi de la mairie de Paris, de façon à ce qu'on puisse faire une deuxième rangée de marchands en face de ceux qui sont
rue Falguière, entre rue Bargue et rue Platon, vous voyez ce que je veux dire, le long du square. Il faut qu'on voit s'il y a exactement la distance nécessaire et tout pour qu'ils ne se marchent pas dessus comme les uns les autres. Mais bon, ça marche bien. Le bio, là, qui fait le coin, elle marche très bien. On a mis le boucher, là, parce que ça pour attirer plus de monde de ce côté-là de la rue Bargue. Donc, ça fait revivre cette partie du marché qui était un peu éteinte quand même. Hein. Mais pour qu'elle revive complètement, parce qu'il y avait un boulanger qui est parti, bon, donc il y en a un autre qui doit revenir. L'idée, c'est encore de faire donc deux rangées de marchands de ce côté-là, quoi. Bon, voilà. Ça, c'était pour le marché. Et puis, la restructuration d'un certain nombre de choses. Et puis également, alors ça, c'est plutôt de l'autre côté, rue Vigée-Lebrun, la reconstruction de l'OCMC Asile. Vous vous souvenez de l'OCMC Asile? L'OCMC Asile qui pourrait voir le jour pas loin de Fort-Annîmes, à côté avec une ouverture sur la place Kandinsky, qui est un centre social d'activité, d'animation. Vous avez Fort-Annîmes qui est un centre d'animation culturelle, un centre culturel. Et là, ça permettrait aussi d'avoir des activités plus sociales et en liaison avec Fort-Annîmes et puis Paris Habitat, etc. Donc voilà, il y a comme un grand projet de requalification de ce secteur. J'ai dit que les grandes lignes, hein, bien sûr. Et maintenant, le mieux, c'est peut-être qu'on vous l'expose dans le détail. Et puis, alors, je pense que vous allez exposer Bargue-Falguière plus le conservatoire, c'est ça? Oui. D'accord. Merci. Bonsoir, donc je suis Marina Ivankowski, chargée de programme à Paris Habitat. Je vais d'abord vous présenter l'avancée de l'opération Paris Habitat avec un focus vraiment sur l'îlot Bargue et la démolition des dalles dont parlait Monsieur le maire. Et ensuite, la ville de Paris, avec l'agence d'architecture en charge des travaux, vous présentera le projet du conservatoire. Monsieur le maire a rappelé le contexte, donc on est vraiment sur un réaménagement de quartier de part et d'autre de la rue Bargue. La première étape en 2013 avait été la démolition des passerelles qui enjambaient les rues Bargue et rue de la Procession. Et aujourd'hui, donc, on rentre vraiment dans une deuxième étape du projet qui est menée par la ville de Paris et Paris Habitat, qui est côté Paris Habitat, donc la démolition des dalles et le réaménagement des espaces extérieurs. Et côté ville de Paris, la réhabilitation et l'extension du conservatoire et le réaménagement de la place Kandinsky avec éventuellement la modification de l'accès au gymnase Falguière, donc côté place Kandinsky. Aujourd'hui, on va évoquer l'îlot Bargue parce que c'est ce qui arrive très prochainement. C'est l'opération qui est la plus avancée. Quand on parle de l'îlot Bargue, c'est donc tous les espaces extérieurs entre le conservatoire qu'on voit ici à gauche, l'immeuble du 47 Bargue à droite et au fond l'immeuble du groupe 3F. La première étape des travaux qui arrivent, donc de avril à octobre 2022, c'est la démolition des dalles qu'on voit ici en rouge. Donc l'escalier d'accès aux dalles, la partie de la dalle qui permet d'accéder à l'immeuble du 47 Bargue et au conservatoire Frédéric Chopin. Il y a également une passerelle entre l'immeuble du groupe 3F et le conservatoire qui sera démoli. Quand on dit avril, ce n'est pas le début des travaux. En avril et en mai, c'est une étape de ce qu'on appelle préparation de chantier. Donc l'entreprise qu'on connaîtra d'ici une dizaine de jours prépare donc son intervention. Et les travaux à proprement parler commenceront en juin. De juin à fin septembre auront lieu les travaux. Les travaux consistent en la démolition des dalles, mais également en la création d'un nouvel accès provisoire à l'immeuble du 47 Bargue. Parce qu'aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite traversent la dalle pour aller prendre l'ascenseur qui est au 39 Bargue, pour redescendre sur la rue Bargue. La passerelle provisoire qu'on mettra en place depuis le hall du 47 Bargue jusqu'à la rue Platon aura une pente très douce et permettra l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est la première étape des travaux, donc de juin à septembre 2022. Ensuite, le conservatoire donc, pourra démarrer les travaux de réhabilitation et d'extension. Je laisserai l'équipe présenter le projet.
Donc là, bon, en termes de planning, je vous l'ai annoncé. Et dans une deuxième étape, aujourd'hui les études sont en cours par l'architecte en charge de cette opération. On viendra réaménager les espaces extérieurs de l'îlot Bargues. Comme le disait Monsieur le maire, le souhait et l'objectif de ce réaménagement, c'est de végétaliser au maximum les espaces, sachant qu'on est sur un parking qui est donc en grande partie sous le sol de cet îlot, et d'aménager des espaces vraiment de qualité. Oui, pour l'autre, pour la place Kronitzky. Oui. Alors ce parking-là est complètement, ce parking est complètement occupé. L'idée de ce réaménagement, c'est vraiment de clarifier les usages. On a beaucoup de logements, on a des équipements, le conservatoire, la crèche, et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se repérer. On ne sait pas où est-ce qu'on accède au conservatoire, à la crèche, au logement de Paris Habitat, au logement de 3F, et l'architecte travaille vraiment sur un projet qui permette de rendre les espaces lisibles et plus clairs en privatisant les accès de l'immeuble Paris Habitat, les accès au fond de l'immeuble de 3F, et en créant tout autour du conservatoire une circulation de qualité lisible, très éclairée, végétalisée. Aujourd'hui, les études avancent très bien et c'est des travaux qui pourront commencer plutôt fin 2023, quand le conservatoire aura bien aménagé déjà son intérieur. Donc je reviens au planning. D'ici quelques jours, donc, on va désigner l'entreprise en charge des travaux de démolition. Et dès qu'on aura cette entreprise, on communiquera sur le déroulement des démolitions, des installations de chantier sur l'îlot. Aujourd'hui, on attend d'avoir l'entreprise pour vous communiquer des informations claires, des interlocuteurs clairs, que ce soit côté Paris Habitat ou côté entreprise de travaux. Et comme je vous le disais, les travaux auront lieu de juin à septembre avec la démolition des dalles et la création d'une rampe douce entre le 47 Bargues et la rue Platon. Je vous laisse peut-être poser des questions. Je vais revenir sur l'image. Ou sinon, on passe directement au conservatoire et vous poserez peut-être vos questions. Vous ne comptez pas nous parler de Kandinsky ? Non, là on est vraiment sur le côté Bargues ce soir. On a déjà parlé au dernier conseil de quartier, c'était vraiment procession, donc voilà. Enfin, surtout de la future maison sociale. Oui. Ce soir, on voulait vraiment annoncer le démarrage des travaux et des démolitions. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. La première, je peux répondre à la question parce que vous posiez la question sur le centre social. Non, sur ce qui va se passer de l'autre côté et quand. Alors, oui, c'est encore un peu flou, hein, mais c'est vrai que l'OCMC Asile, qui est un centre social implanté de rue Vigée-Lebrun, a cessé ses activités pour des raisons diverses. Maintenant, ce n'est plus que des salles qui sont louées pour des activités payantes, d'ailleurs, culturelles, de loisirs ou autres, ou de formations. Bref, donc sur cet emplacement que vous voyez, 2 rue Vigée-Lebrun, en face de l'école, un vieux bâtiment qui est un bâtiment provisoire, enfin qui ne fonctionne pas du tout. Celui-ci va être rasé et à la place va être construit un immeuble par la RIVP, qui est un bailleur de la ville de Paris, avec une crèche, une PMI, et puis un espace associatif. Voilà. Déjà, ça va être au rez-de-chaussée, tout ça. Ça va être lancé bientôt, enfin, j'imagine. Enfin, je pense que la RIVP est en train de sélectionner peut-être des architectes ou autres. Enfin, ils en sont peut-être au niveau du jury de concours. Voilà. Donc, ça va rénover déjà, parce que cet immeuble est voué à la démolition. De toute façon, il a toujours été voué à la démolition, mais bon, jusqu'à présent, il était présent. Enfin, il y aura donc un vrai immeuble là, à la place de ce qu'on pourrait qualifier quand même de verrue. Donc, l'OCMC Asile, la ville de Paris, a décidé de recréer un centre social dans ce quartier, même si pendant un moment, il y a eu la décision de créer un EVS, un espace de vie sociale dont on parlait à l'instant pour l'informatique, à proximité, Georges Hamel.
Donc la ville de Paris a décidé, d'ailleurs on est assez chanceux finalement, parce que ce sera le seul centre social créé, financé, donc budgété par la ville de Paris pendant cette mandature. Donc ça c'est une très bonne chose, parce qu'il y a des besoins énormes dans ce quartier au niveau social, c'est clair, enfin c'est pas vous que je vais le dire. Donc on était privé d'un centre social et c'était vraiment un handicap, même s'il y a des activités sociales par ailleurs. Enfin. Donc ce qui a été proposé, c'est que dans des locaux de Foranime, dont M. Kenheim est le directeur ici présent, puisse être installé ce centre social. En fait, ce sera des salles d'activité pour des activités de toutes sortes, hein, voilà, qui permettront aux familles, aux jeunes, à d'autres encore, d'être présents pour faire tout un tas d'activités. Ça va du soutien scolaire jusqu'à des activités d'animation, aussi de fêtes, de réunions, d'apprentissage, de formation, enfin de tout ce qu'on peut faire dans un centre social, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Alors, il y aura des travaux aussi, et bien sûr. Est-ce qu'il y aura un accès sur la place Kandinsky? Ce serait bien, parce qu'on a cette espèce de mur de Berlin, si je peux dire, qui est là, il monte, avec la casquette de la dalle au-dessus. Ça doit être normalement cassé. On doit casser la casquette, si je peux dire, sous laquelle il y avait le marché avant, vous voyez, vous vous souvenez. Donc ça dégagera le ciel déjà. En fait, c'est la dalle du haut, mais c'est, comme on a dit, on démolit l'urbanisme sur dalle. Et puis, l'idée, ce serait de faire une ouverture. Mais bon, il faut voir architecturalement ce qui peut être fait. Enfin, je ne peux pas en dire davantage aujourd'hui, sauf si vous avez des informations. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, au passage, remplir le premier niveau. Alors, c'est une idée qui a été lancée, d'ailleurs, c'est pas par moi, parce que c'est quand même du lourd, hein, mais certains ont lancé l'idée de casser la dalle et puis de remplir de terre le premier niveau de sous-sol de façon à pouvoir ensuite faire des plantations en pleine terre. Ça, ce serait vraiment génial, quoi, vous voyez. Surtout qu'il y a de la place, là, au niveau des voitures, ça, c'est pas gênant. Donc voilà, excusez-moi, c'était pour répondre à votre question. Il y a encore, voilà, on en a déjà parlé, il y a encore de la concertation, mais voilà, on en est à peu près à ce stade. Et en calendrier, donc Calendrier Aujourd'hui, on est vraiment en phase d'étude de faisabilité, donc il n'y a aucun calendrier ni budget. On est vraiment en étape, on est bien avant des étapes avec des études d'architectes. On est vraiment en étude de faisabilité, donc on n'a aucune précision sur. Alors. Mais la RIBP, elle aura fini plus vite alors. C'est pas sûr, pas sûr non plus, parce que c'est long aussi. Je vais parler dans le micro. On parle pas. Juste à la première phase. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir la construction du conservatoire et qu'est-ce qui va se passer. Des gens ne vous entendent pas, donc c'est gentil de parler dans le micro. Alors, les parties privatives. Non, mais on ne vous entend pas, madame. On aimerait revenir à l'ordre du jour, s'il vous plaît. On a eu la phase 1, donc c'est ce qui va être fait là de juin à septembre. On aimerait savoir ensuite la phase 2, apparemment ça doit être la construction du conservatoire. Et ensuite la privatisation, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la privatisation. Alors j'ai peut-être... Attendez. Oui, mais d'abord, excusez-moi, madame posait une question sur le centre social. Donc chacun peut poser des questions, et notamment les conseillers de quartier, vous voyez. Donc si demain vous êtes candidate pour être conseiller de quartier, ce sera avec plaisir. Hein. Mais donc, il y a un ordre qui est qu'on passe la parole aux conseillers de quartier. Donc, quand ils ont des questions, on essaie de répondre. Ce qui intéresse d'ailleurs l'ensemble des personnes qui peuvent habiter autour de la place Kandinsky. Alors, je vais répondre à votre question. Le terme privatisation n'était pas le bon. On va utiliser plutôt le terme résidentialisation. L'idée, c'est que lorsqu'on n'aura plus toutes les dalles hautes de circulation, pour le 47 Bargues, on va venir construire un volume avec 2 ascenseurs et un escalier qui permettront d'une part d'accéder à votre hall, qui est donc haut, et d'autre part d'accéder au parking en sous-sol. Ce hall, il sera accessible donc depuis l'espace ouvert au public, et on aura une clôture qui permettra de différencier l'espace des locataires Paris Habitat de l'espace ouvert au public. C'est pas une privatisation, c'était pas le bon terme. Je ne sais pas si c'est clair, si ma réponse est claire. Pas du tout. Donc moi j'ai toujours mes 2 questions.
Je n'ai pas compris où s'arrêtait la démolition de la passerelle du conservatoire. Alors, derrière le 41. Non, parce que... Alors, je vais peut-être... Est-ce que vous voyez la souris sur l'écran ? Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, il y a le conservatoire, donc c'est ce volume qu'on voit là, mais c'est également toute la partie basse. Donc, en partie, quand on circule sur des passerelles où il n'y a rien en dessous, mais on circule aussi sur des parties où le conservatoire est en dessous. Donc, nous, évidemment, on ne va démolir que les parties où il n'y a rien en dessous. Aujourd'hui, les parties circulées qui sont au-dessus du conservatoire ne sont pas démolies, elles vont en fait devenir la toiture du conservatoire et ne seront plus accessibles librement au public. D'accord. Le public et les locataires et tous les usagers du site circuleront tout autour du conservatoire, mais plus sur les parties hautes. D'accord. Donc toute la partie qui était accessible, par exemple pour l'accès des handicapés par le 41, sera plus accessible. Non, parce qu'on aura un ascenseur pour les handicapés qui permettra de descendre depuis le hall de l'immeuble du 47 Bargues jusqu'au niveau du sol et de la rue. Tous les accès sont rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation, donc avec des pentes très douces. D'accord. Et pour l'extension du conservatoire, vous allez le faire horizontalement ou... Alors, je vais laisser la ville de Paris présenter le conservatoire. Voilà. Donc, s'il y a plus de questions sur les aménagements et la démolition des dalles, on peut passer au conservatoire. Vous voulez un autre micro ? Ça va ? Bonjour, alors moi je suis Magali Guyon de la direction de la construction publique et de l'architecture. Je vais laisser l'agence WRA, donc Monsieur Doré et Monsieur Demello, vous présenter le projet du conservatoire. Vous pourrez poser vos questions après. Et on va du coup aussi, à la suite de cette présentation, parler un petit peu calendrier, chantier, voilà, mais voilà. Bonjour, je suis Vladimir Doré. J'ai présenté à plusieurs reprises, notamment en concertation, ce projet. J'avais le Covid. Jusqu'à ce matin, j'ai demandé à Eric J'ai eu un test négatif, rassurez-vous. J'avais prévu de ne pas pouvoir venir. J'ai demandé à Eric Demello, qui travaille sur le dossier, de faire la présentation. Je ne voudrais pas le priver de ce plaisir. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à l'interrompre, à le bousculer. C'est sa première présentation publique. Si j'hésiterai de mon côté pas à intervenir à nouveau. Peut-être je vais me... Tu te décales ? Rapprocher un peu. Merci. Oui, tant qu'à faire. Si ça vous dérange pas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Eric Demello, donc, architecte pour l'atelier WRA. Je vais vous présenter rapidement le projet du conservatoire. Donc là, vous avez en l'occurrence l'image de la nouvelle façade qui donne sur le parvis côté Bargues. C'est une image que certainement certains d'entre vous ont déjà vue. En l'occurrence, on voit l'accès qui se fait maintenant au rez-de-chaussée sous le volume de l'orchestre qui vient se poser sur le socle. Le projet du conservatoire, c'est un projet qui a été remporté sur concours en 2019 par l'agence. C'est un projet, actuellement, on est en phase de consultation des entreprises. Donc on est en train d'analyser les différentes offres. Une fois que ces offres auront été analysées, on notifie un marché de travaux et on procédera dans un premier temps, suite à la démolition par Paris Habitat et suite au déménagement du conservatoire, on procédera à une phase de démolition
qui commencera a priori en octobre 2022, qui sera ensuite suivi par les travaux de gros œuvre charpente, et puis second œuvre entre mai 2023 et fin 2024. On prévoit actuellement une réouverture début 2025. On est plutôt optimiste, disons, sur le fait qu'on puisse gagner un peu de temps. Initialement, en phase de faisabilité, le projet était d'étendre le conservatoire sur ce plan H qu'on voit en jaune à l'image. L'idée du programme est de proposer une nouvelle salle de danse et une vraie salle pour l'orchestre. Ici, on a la phase existante, donc c'est le projet que vous connaissez actuellement, à la différence près que vous pouvez constater qu'il n'y a plus les dalles. Donc on est dans cette phase intermédiaire où Paris Habitat a déjà démoli les dalles d'accès côté I3F et côté Paris Habitat. Voilà, donc là on a notre proposition, qui est une proposition qui part plutôt sur un plan en T, où on a 3 volumes, on va pouvoir voir ça juste après. Le volume de l'orchestre qu'on voit dépasser, qu'on a vu sur la première image, qui vient accueillir les visiteurs et qui propose un porche d'entrée. Je me permets d'ajouter, sur le plan de toiture qu'on a vu précédemment, on aperçoit toute la partie agriculture urbaine qui va prendre place sur la toiture du conservatoire. Poursuis. Donc là, on a les 3 volumes dont j'étais en train de parler. Le premier qui est le socle, qui en réalité a déjà subi une rénovation dans les années 90. Certains d'entre vous ont peut-être vécu ce moment de chantier. Le deuxième volume qu'on voit en rouge est le volume de l'auditorium, qu'on vient retravailler, requalifier. On va voir ça un peu plus tard. Et le volume numéro 3 en bleu est le volume de la salle d'orchestre, qui pour le coup constitue une réelle extension. Voilà, donc ce qu'on voit et surtout ce qu'on ressent quand on est sur place, là sur l'image de gauche, c'est que le conservatoire n'est que très peu visible, pour ne pas dire qu'il n'est pas visible. Et on a une réelle difficulté d'accès en fait actuellement, comme disait Monsieur le maire, on accède par la dalle en partie haute. Et le projet consiste effectivement à venir retrouver un accès au rez-de-chaussée. Donc avec des volumes plus simples et surtout des vues dégagées. Là on se situe côté Bargue. Donc on voit le volume de l'orchestre qui accueille les visiteurs. Au premier plan, on voit la serre de l'agriculture urbaine dont on va décrire plus tard la composition. Et puis on voit également au premier plan, bon alors là c'est une figuration qui va être travaillée par Paris Habitat, mais on voit l'aménagement extérieur qui pourrait être mis en place, notamment d'un point de vue paysager. Là, on est sur la séquence d'entrée, donc toujours côté rue Bargue. On a projeté un aménagement qui va, encore une fois, je précise, qui va être travaillé par Paris Habitat et sa maîtrise d'œuvre. À gauche, on voit sur l'image de droite à gauche un cheminement qui est un petit détour pour personnes à mobilité réduite. Au premier plan, sur la droite, on aperçoit l'accès au parking en sous-sol qui va être conservé, qui va sûrement être travaillé. Et puis au fond, on a le nouvel accès pour le bâtiment Paris Habitat, qui est un édicule avec ascenseur. Exactement. Merci. Donc là, on est sur la partie du socle.
Donc on est au niveau du parvis. Les trois fenêtres qu'on a là au premier plan, donc, que vous appelez certainement des meurtrières, que nous on aime appeler des ouïes, ce sont des menuiseries qui vont être réemployées, mais en l'occurrence on aime qu'elles soient conservées, et puis on se dit que c'est une manière pour les utilisateurs d'avoir la possibilité d'ouvrir pleinement leurs fenêtres en toute sécurité. En complément, on propose une occultation et puis des moustiquaires notamment, pour un confort pendant les heures de cours. Sur la partie du socle, je complète simplement. On va évidemment refaire pour être plus précis, ça va être une lésure qui est appliquée sur le béton. Donc voilà, il y aura une réfection de l'ensemble du socle, mais on le conserve en l'état. Là, on se situe donc sur la dalle supérieure, au niveau de l'entrée, de l'accès au conservatoire. Donc on a un volume qui est assez simple. Dans cette même lignée, on poursuit sur l'idée d'avoir des volumes simples, posés les uns sur les autres. Simplement, on vient se placer au rez-de-chaussée. Voilà. Quand on zoome sur cette façade, on aperçoit le principe de composition qui a été mis en place. Donc, en l'occurrence, on a des faux poteaux en bois qui viennent couvrir nos ouvrants pour notre ventilation. Et entre ces poteaux, ces épines en bois, on vient trouver des plaques de marbre. Donc, c'est le zoom qu'on a en haut à droite. Ces plaques de marbre, on peut évidemment se dire que c'est décadent. En réalité, ce sont des plaques de marbre qui sont issues de réemploi qu'on va trouver sur un immeuble de bureau à Puteaux. Donc c'est des plaques qui sont déposées, qu'on va nettoyer, retravailler, redimensionner évidemment, et qu'on viendra poser et appliquer en façade. Ici, on est toujours sur la partie de l'entrée, donc on voit que la composition en sous-face du volume de l'orchestre est travaillée assez finement dans la continuité de la façade. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'apporter un soin particulier à l'articulation entre les différents volumes et les différents matériaux, donc entre le volume orchestre en partie supérieure et le socle. Donc il y a tout un travail sur les différentes jonctions, sur le traitement des articulations. Au rez-de-chaussée, au niveau de l'accueil, on voit qu'on a un petit sas qui est en fait un lieu d'étude, peut-être d'attente, de travail, qui va être plutôt agréable puisqu'il donne directement sur le parvis. Ici, on a le fonctionnement intérieur. Donc le fonctionnement intérieur est plus lisible. Donc on a une transversalité complète sur la partie hall, accueil, et puis à l'arrière, rue Mathurin-Régnier. L'idée, c'est de conserver les couloirs de distribution. Donc à gauche, quand on rentre, on a tout de suite un couloir qui arrive sur la salle Liffard, sur les salles de danse. Quand on poursuit tout droit, on a l'accueil, on traverse cet accueil et on a un couloir transversal qui dessert d'un côté le théâtre, la salle d'art dramatique, et de l'autre les différentes salles de musique. À l'étage, en lieu et place de l'ancien accueil, on trouve un lobby qui se situe en tout cas qui permet de desservir l'auditorium à gauche et la salle d'orchestre à droite. Enfin, au dernier étage, on va trouver essentiellement l'administration. Donc c'est un étage qui est réservé au personnel du conservatoire, et on apporte en complément une nouvelle salle pour le personnel. Voilà, donc pour résumer juste sur les interventions architecturales, disons, dans un premier temps, on s'aperçoit avec cette composition en T plutôt qu'en H qu'on a un peu moins de place, on a un peu moins de surface à exploiter. Donc le premier point qu'on voit et qui est encadré en orange, c'est de trouver un espace pour la salle de danse, pour la nouvelle salle de danse. Donc l'idée, c'est de venir utiliser le patio nord, on va le couvrir,
pour créer cette salle. Actuellement, le patio nord, il est utilisé pour stocker un groupe froid que nous, on va déplacer en sous-sol. Et il accueille une végétation qui est un peu fatiguée, disons. Et juste au-dessus du patio, on voit l'escalier extérieur qui a fait l'objet d'une de nos premiers échanges en concertation, qui a été prévu à l'extérieur du volume du conservatoire et qui, suite à nos discussions, est revenu à l'intérieur du volume du conservatoire et qui va nous permettre d'accéder. Alors, il a d'abord une fonction de sécurisation du site en cas d'incendie. Et puis, en deuxième lieu, il permet d'accéder à l'agriculture urbaine avec une entrée complètement indépendante. La deuxième étape, donc, c'est les petits rectangles jaunes qu'on voit, c'est de venir reconstituer le volume de l'auditorium. Donc on vient créer un volume qui est aligné sur la ligne qu'on a projetée ici en bleu, de créer un volume simple qui soit efficace et qui soit compréhensible. Et enfin, en 3, on a l'extension qui est la salle d'orchestre. Ici, on est à l'intérieur, donc on est au niveau de l'accueil en rez-de-chaussée, avec l'escalier qui n'est pas encloisonné. Et on voit évidemment la transparence totale qu'on a juste au fond sur la rue Mathurin-Régnier. À gauche, on trouve le patio sud, celui-ci qui est conservé. Et à droite, on a la salle de danse, anciennement patio nord, sur lequel on va pouvoir travailler, notamment avec des rideaux, pour apporter peut-être plus d'intimité. Voilà, donc on a deux axes qui se créent. Le premier en jaune qui est un axe très transparent et qui va permettre de générer davantage d'espace, que ce soit pour accueillir du public extérieur ou pour que tout simplement les parents puissent patienter et puis attendre leurs enfants. Et puis un second axe qui est retravaillé avec la nouvelle salle de danse et puis patio qui est conservé. Voilà, donc là on a l'ancien patio nord, qui est retravaillé en salle de danse, ici avec un éclairage naturel, avec un système de lanterneaux. Ça c'est une coupe transversale, donc là on coupe sur la salle de danse à droite, avec son système d'éclairage naturel. Au centre, on a l'accueil et sa distribution verticale, les escaliers qui sont conservés. Et à gauche, on a le patio, on conserve le sapin et le magnolia. Voilà. Du coup, il y aura un ascenseur, c'est ça ? Les ascenseurs sont conservés, c'est le bloc qu'on voit, ils sont toujours présents. Oui. À l'étage, on a le lobby qui est l'ancien accueil, donc qui donne sur la salle d'orchestre et derrière nous sur l'auditorium. Et puis on a une transparence qui se crée toujours avec le patio. Voilà, donc là on a une coupe longitudinale, cette fois dans l'autre sens. On voit le volume d'accueil en rez-de-chaussée, les deux niveaux de parking qui sont pour l'instant conservés. À l'étage, on a le lobby entre la salle de l'auditorium à droite, qui donne sur la rue Mathurin-Régnier, et à gauche, la salle d'orchestre. Donc ce sont deux beaux volumes, plutôt généreux, qui vont offrir de belles qualités spatiales. Voilà, donc là c'est la salle d'orchestre. La salle d'orchestre, ce qui est important pour nous, c'est outre l'acoustique évidemment, c'est de travailler sur des lumières. Donc là on a une lumière plutôt vive, sans doute d'été ou de plein après-midi, et puis une lumière plus tamisée, peut-être d'hiver. Voilà, donc c'est un travail qui a été fait aussi en concertation, notamment pour ce qui est des panneaux qu'on voit sur les côtés de la salle. Donc ces panneaux, ce sont des panneaux acoustiques qui en fait permettent la réverbération, et ce sont des portes de réemploi. En fait, ce sont des portes qui ont été déposées dans le conservatoire, qu'on a coupées, qu'on a retravaillées, sur lesquelles on a installé des pommelles, et qu'on est venu installer directement sur les épines bois dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on est revenu côté rue Bargue. Donc là, au premier plan, ce qu'on voit, c'est la serre pour l'agriculture urbaine, avec l'agriculture urbaine qui s'étend sur toute la dalle haute.
Cette serre, elle est constituée d'éléments de réemploi, donc c'est les menuiseries qu'on a trouvées au rez-de-chaussée sur les différentes meurtrières. Et puis voilà, on est venu retravailler un élément complet. Et en partie basse, on voit les fenêtres en bandeau qui filent, qui sont en fait un lanterneau pour la salle de danse qui se situe juste en dessous. Donc c'est un peu le même principe qu'on a eu sur le patio nord. Voilà, donc là on a le avant-après, ou en tout cas en phase projet. Donc on comprend bien l'atmosphère qui va régner dans cette salle. Il y a un travail important de dévoiement des réseaux, de réfection des plafonds. Enfin, ça va être un travail intéressant. Ici, on est au niveau haut de la dalle, donc entre le conservatoire et l'immeuble Paris Habitat. C'est une dalle, comme ça a été évoqué, qui sera plus accessible par le public extérieur. Donc, ce qui est projeté, c'est de l'agriculture urbaine, comme ça a été dit avant, l'objectif étant de ne pas masquer la vue. Donc, c'est un élément important pour nous. Et puis, à gauche, on voit le volume de l'auditorium. Celui-ci est complètement opaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler une matérialité particulièrement forte. L'idée, c'est presque de retrouver en fait, la matérialité qu'on trouve dans les studios de musique, par exemple. Et alors, cette matérialité, ce sont des pavés de réemploi qui vont être déposés par Paris Habitat. Donc ce sont des pavés roses qu'on verra juste après. Donc on va les déposer, les stocker, et puis ensuite nous on va s'en charger, on va les empiler et puis créer une matérialité de façade. Voilà, donc là on se trouve à l'arrière, côté Mathurin-Régnier, on a toute cette façade qui va être en pavé avec une structure métallique. Et puis au rez-de-chaussée, toujours, on a cette transparence qui se crée depuis rue Mathurin-Régnier jusqu'à Parvis, côté rue Bargue. Et comment ça perdure aussi. Voilà. Ici, on est sur l'intérieur de l'îlot, entre l'immeuble I3F et Paris Habitat. Donc on voit bien l'impact de la démolition d'une partie des dalles, là, à gauche, et puis ce volume de l'orchestre qui vient accueillir le public. Exact. Et le sol qui va être notre ressource pour notre façade. Voilà, donc ce sont ces fameux pavés qu'on connaît tous, les pavés roses, qu'on va les empiler de cette manière. Et puis sur l'image de droite, ce qu'on voit au fond, c'est la façade en marbre de l'orchestre dont on parlait tout à l'heure. Donc on a finalement deux matérialités fortes, deux matériaux pérennes. C'est important pour nous d'avoir un bâtiment qui s'inscrit dans une frugalité. Et puis, finalement, modestement, on essaye de réinventer le process du projet architectural en intégrant le réemploi comme vraie dynamique de projet. Voilà. Merci de votre attention. Ah, pardon. Vous avez des questions? Oui, Merci beaucoup pour cette présentation. Juste un petit mot, effectivement, parce qu'il y a un sujet qui a été un petit peu occulté. Oui. Je voudrais poser une question. C'est une question aussi. Je voudrais savoir de quelle hauteur vous remontez le bâtiment. Bonjour, bonsoir. Le bâtiment n'est pas remonté en réalité. On se cale dans la continuité de la hauteur préexistante. C'est-à-dire si on peut retrouver la coupe longitudinale. À côté Mathurin-Régnier, non, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ici, c'est l'auditorium tel que vous le connaissez. Ici, c'est la partie administrative telle que vous la connaissez. D'ailleurs, on va essayer, j'espère que ça va marcher, de même pas toucher au cloisonnement qu'il y a à l'heure actuelle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge le volume dans le même, vraiment dans la continuité. À hauteur, rien. Vous me permettez de poser ma question, monsieur ?
Merci. C'est juste, effectivement, parce qu'il y a un sujet qui n'a pas été évoqué ce soir, c'est le renforcement de la sécurité à travers ces aménagements, ces réaménagements, on va dire. Il y a un terme que nous, on apprécie beaucoup et auquel on croit beaucoup, c'est la prévention situationnelle. On sait très bien que les dalles, par nature, le maire l'évoquait tout à l'heure, par nature, elles favorisent les regroupements, par nature, elles favorisent les nuisances. Et on compte beaucoup sur ce réaménagement urbain, justement pour pouvoir améliorer durablement, structurellement, la sécurité à cet endroit. C'est un endroit qui concentre un certain nombre de problématiques de tranquillité publique au sens large, j'imagine que vous le savez. On avait eu l'occasion d'en parler quand vous nous aviez présenté ce projet il y a une petite année, je crois, l'année dernière en tout cas, et on vous avait effectivement souligné ce point. Et je tiens effectivement à dire qu'avec monsieur le maire Philippe Goujon, avec Nicolas Jeantet, on sera particulièrement attentif à l'amélioration de la sécurisation du lieu, avec ces travaux structurels, on va dire, avec cette nouvelle phase de prévention situationnelle. Et on attend beaucoup, nous, de notre côté. Il y a la police qui fait son rôle, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes aussi, mais en tout cas, d'un point de vue urbanistique, on attend beaucoup aussi de ces travaux et que vous preniez en compte aussi les problématiques de sécurité qui se posent à cet endroit pour justement améliorer de manière structurelle, durable et profonde les choses. Merci. J'ai du mal à prendre la question puisque les aménagements extérieurs sont du fait liés à la maîtrise d'œuvre strictement Paris Habitat. Pour notre part, on a eu cet échange qui nous a permis de prendre conscience de l'importance de ne pas avoir un escalier au-delà du volume du conservatoire préexistant, et on s'était inquiété de savoir est-ce que des gens pourraient habiter sous cet escalier, est-ce que des gens pourraient passer par cet escalier pour monter sur la toiture alors qu'ils n'y sont pas du tout attendus. Et donc, lors de ces premiers échanges, ça nous a permis de réadapter le projet. Et pour le reste, on va suivre avec grand intérêt l'évolution du projet Paris Habitat. Je vais répondre effectivement parce qu'on est en charge des aménagements extérieurs. Depuis 2019, donc on a bien entendu cette inquiétude. On a fait beaucoup d'ateliers de concertation avec les habitants du quartier. Et en parallèle, on a fait réaliser un diagnostic sûreté par un bureau d'études spécialisé qui nous a fait des préconisations. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'on a pu co-construire ce projet, parce qu'on a fait vraiment beaucoup de concertations avec les usagers des équipements, les locataires, les riverains de manière plus générale. Et cet aménagement avec une ouverture tout autour du conservatoire, elle répond justement à ce besoin-là, qui est de rendre les espaces plus ouverts, plus clairs, plus vus, et ne pas créer de nouveaux recoins qui pourraient amener des mésusages. L'idée, c'est que l'espace soit librement circulable pour justement ne pas créer de lieux qui pourraient amener de l'insécurité. Il y a une question à gauche. Côté rue Mathurin-Régnier. Si le conservatoire est prolongé côté Mathurin-Régnier. Dans l'impasse. Non, on est. Oui, non, mais on s'étend pas du tout de ce côté-là, non. Non, c'est vraiment de ce côté-là, on est vraiment sur la façade quasiment existante. En fait, c'est de la matérialité, juste on pose les pavés sur la façade et. Attendez. Alors oui, en revanche, on a travaillé sur ça a quand même à l'heure actuelle une apparence de façade arrière, non, ce côté du conservatoire. Et donc on a voulu dans l'expression du conservatoire s'ouvrir visuellement. Oui, il y a très bien. Donc il y a une salle qui va être ouverte dans l'axe de la rue Mathurin-Régnier. Si votre immeuble est dans l'axe de la rue Mathurin-Régnier, voilà.
Mais alors attendez, il faut... Si vous avez excusez-nous, vraiment, mais déjà, vous avez un masque et en plus, vous n'avez pas de micro, donc on n'entend pas ce que vous dites. Donc, on va passer la parole à madame pour qu'elle puisse dire exactement quelle est sa problématique pour qu'on puisse lui répondre, quoi. Madame, redites-nous parce qu'on vous entend à peine. Vous voulez parler, parce que Ah, voilà. Non. Donc, non, mais voilà. Je voulais savoir s'il y avait des grandes ouvertures donc, là, sur la rue Mathurin-Régnier, notamment voilà, sur le 47, qui est le bâtiment qui fait l'angle, et sur la rue en impasse. Donc, je vous réponds avec précision. Jusqu'à présent, on avait les petites ouïes là, qui se situent tout le long de l'axe, enfin de cette façade-là. Aujourd'hui, on va ouvrir sur une salle de musique. Et d'ici, on va voir à travers la salle de musique l'extérieur ici. Et donc, effectivement, par rapport s'il y a un logement qui se situe ici, il va être en face, ouais. La photo. Ouais. Alors c'est uniquement au rez-de-chaussée, hein, bien sûr. C'est uniquement au rez-de-chaussée, oui. J'ai tâché de vous retrouver la perce. Ouais. C'est la difficulté de ces présentations avec beaucoup d'images. On y arrive tout doucement. Ah, voilà. Tac. Voilà, c'est de celle-là dont on parlait. Donc là, c'est une salle de musique. C'est pas une entrée. Et au-dessus, ça reste fermé puisque c'est la sortie de secours de l'auditorium. Donc l'immeuble a l'air, disons, le bâtiment est traité, si vous voulez. Il est traité avec, c'est une belle façade d'équipement. Et pour autant, il n'y a pas de vis-à-vis au quotidien sur les salles de cours, pas plus qu'il y en avait précédemment. Pour vous dire les choses, c'est vrai qu'il a été envisagé très en amont de faire l'entrée principale du conservatoire au bout de la rue Mathurin-Régnier. Il y avait une certaine logique, et puis ça donnait sur la rue du Taux, etc. Mais ce projet a été abandonné au profit de l'autre ouverture, enfin l'autre entrée, pour des raisons techniques diverses. Mais ça avait été un des projets envisagés, et puis finalement, voilà, la réalisation qui vous a été présentée. Justement, dans la continuité, je voulais savoir, on rentre uniquement par la rue Bargue. Oui, tout à fait, on entre uniquement par la rue Bargue. Oui, également. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'issues de secours qui sont conservées. Et cette ouverture-là est plus de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire, les gens ne vont pas passer par là. Madame, vous aviez une question ? Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame, vous voulez parler ? Merci. Oui, moi j'ai deux petites questions, mais elles s'adressent aussi à monsieur le maire, parce que très justement, il a fait remarquer que pour un très grand arrondissement, c'était un tout petit conservatoire. Et là, j'ai entendu que vous aviez précisé que cette disposition en T donnait plutôt moins de surface que plus. Et je vois qu'il y aura une deuxième salle de danse et c'est parfait. Je vois qu'il y aura une belle salle d'orchestre, c'est parfait aussi. Mais finalement, ça ne va pas tellement permettre d'accueillir au total vraiment plus d'élèves. Donc la question, elle est un peu pour vous, mais je pense que vous étiez contraint par le fait que vous ne pouviez pas vous surélever ni vous étendre en dessous. Donc c'est un peu aussi à monsieur le maire, est-ce qu'il y a autre chose de prévu ? Et la deuxième question, qui est un peu pour les deux aussi, c'est quand ça va être démoli, à quel endroit pendant 2 ans, vont se passer les cours parce que ça va être très long, ça va être 2-3 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2-3 ans ? Et sinon, c'est très beau, effectivement. Une fois que ce sera terminé, ce sera très beau. Merci. Je vais vous passer la parole tout de suite, mais juste un mot sur la réalisation du programme. En fait, on a calé le programme tel qu'il nous a été proposé, différemment de ce qui a été attendu. Mais le projet correspond au programme qui était donné. Et puis ensuite, en concertation, on a très finement essayé de rajouter une salle par-ci, une salle par-là, pour essayer d'optimiser l'usage, parce que c'est la surface pédagogique qui prime sur ce projet. Oui, mais vous évoquez un vrai sujet, puisque notre demande, nous, à l'époque de la construction de la ZAC Boussicot sur le site de l'ancien hôpital, il avait été prévu par la ville de Paris, dans l'opération d'urbanisme, de faire un espace culturel de 1000 mètres carrés quand même.
Donc nous, on aurait souhaité un conservatoire, mais cet espace a disparu pendant la réalisation et est devenu un espace réservé à un foyer de travailleurs migrants. Donc ça n'a pas la même destination, vous voyez. Mais nous, on aurait voulu un conservatoire, notamment un deuxième conservatoire, étant donné que le 15e est plus grand que Bordeaux. Et je pense qu'à Bordeaux, ils ont un certain nombre de conservatoires. Donc ça n'a pas été possible pour des raisons financières. Enfin bon, nous, c'est vrai qu'on a toujours demandé dans le 15e soit un conservatoire plus grand, soit un deuxième conservatoire aussi important, parce que celui-ci, en plus, est très excentré. Il est complètement à la marge du 15e, près du 14e, donc près de Montparnasse. Donc il est vraiment dans un bout de l'arrondissement, il n'est pas du tout central. Donc ça fait beaucoup de chemin pour pas mal d'élèves, et il est beaucoup trop petit, on refuse beaucoup d'élèves. Donc ça, c'est pas le sujet, mais voilà, la réalité, c'est là. On a néanmoins réussi, oui, c'est vrai, malgré le site contraint à augmenter les surfaces. Deuxièmement, c'est vrai que pendant les 2 années de travaux, le conservatoire sera transféré rue Olivier de Serres, à Saïda. Vous voyez, il y avait une ancienne école qui a été remplacée par un nouveau groupe scolaire, une éco-école qui donne rue de la Saïda. Mais il reste encore un bâtiment qui n'a pas été détruit, genre Pailleron, enfin vous voyez à peu près, et dans lequel est installée la garantie emploi, enfin la mission pour l'emploi de Paris, qui s'en va, voilà, qui s'en va dans le 14e bientôt. Et c'est dans ce bâtiment qu'il y aura un certain nombre de travaux cet été pour permettre d'accueillir les élèves du conservatoire à la rentrée. Et nous, comme ce n'était pas assez grand, on a proposé aussi une salle de la mairie du 15e. Comme ça pourra permettre la musique en même temps. Non, en fait, ce serait dans la salle d'audience du tribunal. Vous savez qu'on a récupéré le tribunal d'instance, puisque ceux-ci ont été tous fusionnés et transplantés au tribunal judiciaire en Porte-Champéret. Donc, on a fait cette proposition, mais il y en a d'autres aussi qui sont en cours. En tout cas, bien sûr, tout ça a été prévu et le conservatoire sera logé dans des conditions évidemment plus vétustes, mais pendant cette période, mais qui sera assez difficile pour les élèves quand même, pendant 2 ans, ça c'est vrai. Mais voilà, on a eu beaucoup de mal à trouver un bâtiment libre assez important pour recevoir les 1000 et quelques élèves du conservatoire. Je me permets d'ajouter un mot sur la logistique incroyable qu'il y a sur cette opération, dans le contexte du travail sur tout le secteur, où on a la démolition Paris Habitat, l'intervention CMA 15 sur le conservatoire, le travail sur les abords qui vont permettre d'accéder pour les handicapés également au conservatoire, et pendant ce temps-là, la recherche d'un nouveau lieu, la validation de ce lieu, la désignation d'une maîtrise d'œuvre pour travailler sur ce nouveau lieu et faire en sorte que ce lieu ouvre au moment où le conservatoire ferme. C'est tout un truc et ça s'emboîte de façon, pour moi spectateur, et pourtant je connais un peu, je trouve que ça s'emboîte de façon assez extraordinaire. Et puis l'encorbellement, l'espace en encorbellement, quel est le gain de surface? Ça, c'est ma première question. Et quand on rénove, on essaie toujours d'améliorer les erreurs du passé. Est-ce qu'il y a eu des corrections apportées à cet édifice en dehors de la transparence? C'est une question délicate parce qu'on n'a pas... Comment dire, on s'est... alors, dans l'ordre, on a rajouté entre 3 et 400 mètres carrés. C'est une fourchette très large. Mais surtout, on a rajouté 2 salles de cours, la salle pour les enseignants et les 2 salles très importantes, avec toutes les annexes, c'est-à-dire la salle de danse et aussi des vestiaires, etc. etc. Disons que... Bon, je vous parle en architecte. Le boulot qui a été fait, qui a été dirigé par Zerfus. Donc Zerfus, c'est le CNIT, c'est le béton préfa, etc., qui est à l'origine de la rue Bargue et sa microdale, etc. Nous, en tant qu'archi, ou qu'archi avec une formation moderniste, on adore. Et les fenêtres, les meurtrières, on adore. Maintenant, donc toute la partie socle, on l'a travaillé comme un élément patrimonial qu'on adore. On a travaillé dessus, j'y reviens juste après. Toute la partie surélévation, parce qu'au tout départ, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent,
il racontait une vraie histoire de sol au-dessus du sol. Il racontait une vraie histoire de square au-dessus du sol. Et pour raconter leur histoire de square, l'entrée du conservatoire, c'était un kiosque. Ça ressemblait à un kiosque à musique. J'en ai vu qu'une photo et puis un croquis quelque part. Mais c'était un bâtiment très léger, un peu comme on peut voir au Parc Floral, par exemple. Un peu japonisant. Tout ça, ça a sauté. Et pour l'anecdote, c'est, je crois, le fils de l'architecte qui a fait le bâtiment initial, Bidot, qui a fait cette œuvre un peu moderniste, tardive, en 95, tout en métal, en ossature métallique, etc. Et avec une vision à nouveau très caractéristique de cette période-là où on continue à soulever des volumes. Et donc il y a un effort considérable, un peu vain, pour soulever toute la partie administrative du conservatoire. Et puis tout un tas de détails architecturaux qui sont en décalage complet avec la simplicité, on appelle ça frugalité maintenant, avec laquelle on travaille aujourd'hui, et qui sont autant de passoires thermiques, de passoires phoniques, et qui rendent le premier étage relativement inconfortable. Ensuite, alors on va les prendre dans l'ordre. Premier étage inconfortable, on enlève toutes les façades et on réhabille entièrement en bois, avec l'épaisseur qui est nécessaire et suffisante pour obtenir les objectifs et thermiques et phoniques. Et puis on s'assure, parce qu'à cette époque-là aussi, 1995, on travaillait avec le Prodema, ce faux bois que vous voyez là sur le conservatoire et qui vieillit pas très bien. Là, on part avec du minéral, avec du marbre. Et ce marbre, on vous l'a dit, on va le chercher à Puteaux. Notre carrière à Puteaux, je trouve ça génial. Et donc, on est tranquille côté pérennité. Ensuite, l'auditorium, on avait deux solutions. Déjà, sa volumétrie, vous avez vu, change un petit peu. On sentait que la salle de percussion, on sentait qu'elle avait été rajoutée, bricolée, que ça avait été un truc qu'ils avaient oublié ou qui leur avait été imposé par la suite. Et du coup, le volume de l'auditorium n'est pas régulier. Et nous, on adore le bricolage et en même temps, on est un peu psychorigide comme des architectes. Alors à ce moment-là, on a dit, bon, on va redessiner le volume de l'auditorium, mais tel que Bidot aurait aimé le faire au moment où il l'a fait. Et donc là, on a simplifié le volume. Après, sur la matérialité de ce volume, on n'a pas remplacé le bardage vieillissant, moche, qui ne nous plaît pas, et on ne l'a pas non plus rénové. Non, ce qu'on a dit, c'est il fait son usage. C'est-à-dire qu'il protège le pare-pluie, il protège l'isolement, il protège tout ça. Et en fait, pour atteindre les objectifs phoniques de l'auditorium, on s'est aperçu qu'ils atteignaient les objectifs thermiques actuels. Donc, on a dit, on touche à rien. On répare, et par-dessus, on remet une enveloppe qui va avoir une pérennité sur 50 ans. Et donc, j'en viens au socle. Sur le socle, on a vu quand même, on l'ouvre de part en part. Et puis ensuite, les ouïes, c'est assez fin. Ce qu'on fait, c'est, à l'heure actuelle, il y a une partie qui sort, qui fait un angle, et à l'intérieur aussi, il y a une partie qui fait un angle. Et la partie à l'intérieur, on l'enlève. Comme ça, on préserve l'aspect initial, ce qui fait vraiment le rapport au reste du site, mais on fait rentrer beaucoup plus de lumière, c'est-à-dire qu'on part d'une face plate et on va trouver l'oblique. Donc on rentre beaucoup plus de lumière. Et puis ensuite, on travaille, alors ça c'est, tout se croise en architecture. Ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est on recoupe les fenêtres dans la hauteur, la partie basse va être protégée par une grille et par une moustiquaire, et elle va pouvoir être ouverte en permanence, parce que parmi les dysfonctionnements du conservatoire, il y a la ventilation. Donc on reste en ventilation naturelle sur les petites salles. Sur les grandes salles, c'est trop compliqué pour des questions de... Ah, c'est passionnant, mais je ne veux pas vous ennuyer trop. C'est pour des questions de carbone. C'est-à-dire quand on est 15 dans une salle, on n'est pas tout le temps 15. En réalité, on est souvent 6 ou 8. Quand on est 15, pendant 1 heure, il faut ouvrir les fenêtres. Sinon, il y a le détecteur de carbone qui bip. Et à ce moment-là, on s'arrête, on ouvre les fenêtres. Mais le détecteur de carbone, c'est high-tech. Et donc, on a discuté
On a discuté de plein de trucs. Et on ne veut pas de détecteur de carbone. Donc, sur ces parties-là, sur les grandes salles, on va être en ventilation relativement classique. Sur les petites salles, on va pouvoir être en ventilation naturelle et ça va demander à chaque prof d'ouvrir la fenêtre, mais la petite fenêtre, celle qui est protégée par une moustiquaire et par une grille, à chaque intercours. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues pendant je crois on a eu 5 ateliers de concertation. Et donc, ces fenêtres-là, l'air de rien, et puis les grands poteaux là que vous avez vus qui rythment la façade de la salle d'orchestre, eux, ils planquent aussi des ouvertures. Et donc, voilà, tout ça, c'est des petites améliorations. Et puis la phonique, évidemment, c'est pour ça aussi, toutes les portes sont changées. Et toutes les portes changées sont utilisées pour les panneaux acoustiques qu'on vous a présentés pour la salle d'orchestre. Et entre tout ça, on a essayé de garder un maximum de choses, parce que ce qui est déjà là a une valeur qui, à nos yeux, est plus importante que les choses neuves qu'on va ramener. Donc il y a toujours un équilibre comme ça quand on intervient sur l'existant. Pas gâcher d'argent, pas gâcher de carbone, apprendre à aimer les trucs un peu usés. Et expliquer, ça c'était l'un de nos ateliers, expliquer que si on remplace pas tout, c'est pas parce qu'on se moque des gens, c'est au contraire parce qu'on les prend au sérieux et que le réemploi et puis donner une durée d'usage plus importante aux choses, c'est la façon actuelle de faire de l'architecture et c'est pas méprisable, au contraire. Merci. C'était un peu long, excusez-moi. Non, très passionnant. Vous voulez pas? Est-ce que vous voulez? Si vous voulez pas. Je voudrais savoir du point de vue de l'insonorisation, si on peut ouvrir les fenêtres pour l'extérieur, ça donnera quoi? Pour l'extérieur, ça donnera... Alors, on a fait un diag acoustique pour commencer. C'était un des premiers trucs qu'on a fait. Le premier truc qu'on a fait, on a oublié de vous le dire, vous avez vu dans le patio, il y a le groupe froid. Et le groupe froid, on ne l'utilise pas parce qu'il fait trop de bruit pour les riverains. Et donc le groupe froid, il va passer... Merci par Evita, merci encore. Il va passer dans le sous-sol, dans le parking. Donc déjà, le ronron du groupe froid, normalement, on ne l'entendra quasiment plus. Il va se noyer dans les bruits ambiants. Ensuite... La zone rouge. Le patio. Ouais, c'est dans le patio. Ouais. Oui, ensuite, mais la musique. Oui. Alors, la musique, vous l'entendrez comme aujourd'hui, sauf que vous l'entendrez à des moments choisis, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'acoustique, les performances acoustiques de l'ensemble des menuiseries, c'est-à-dire quand les fenêtres seront fermées, on n'entendra pas. Bah oui, mais quand elles seront ouvertes. Quand elles seront ouvertes, en fait, c'est très simple en fait. Vous pourrez râler auprès des... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils ouvrent uniquement aux intercours, mais pas pendant les cours. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, mais en fait, c'est prévu pour que ça marche comme ça. Vous vous raclez la gorge? Ça marche pas du tout? Bon, en tout cas, dans nos simulations de ventilation, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire 5 minutes entre deux cours, on remplace l'air, et ça c'est uniquement pour les petites salles. Pour les grandes salles, on est en ventilation mécanique, donc il n'y a pas de nécessité, à part quand même que c'est quand même agréable, surtout avec ces toutes petites fenêtres, d'ouvrir. Une dernière question. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour vos présentations, qui étaient très bonnes. J'ai une question pour la personne de Paris Habitat. Désolée, je ne vois pas votre nom. Vous aviez évoqué tout à l'heure la crèche qui est juste à côté, mais je n'ai pas bien compris si elle allait fermer, si elle allait être déplacée, voilà, ce qui était prévu. Alors, en ce qui concerne les travaux de démolition, ils démarrent début juin. Et la crèche et le conservatoire ont prévu de fermer début juillet pour une durée que je n'ai pas. Je pense qu'elle est prévue fermer pour 1 an, peut-être plus, selon en fait
plutôt les travaux du conservatoire, parce que nous, nos travaux vont durer sur l'été, donc la crèche est de toute façon fermée l'été. Et pendant le mois de juin, les accès au conservatoire et à la crèche seront complètement conservés et sécurisés de manière à ce que les travaux ne nuisent pas à la vie de la crèche et du conservatoire. Alors, pour compléter, j'ai signé il y a 2-3 jours une lettre à tous les parents, je pense qu'ils vont la recevoir prochainement, pour leur dire qu'effectivement la crèche serait fermée parce qu'on ne peut pas maintenir cette crèche avec les travaux du conservatoire. Hein, c'est trop dangereux, bruyant, etc. Et que des solutions seraient trouvées pour toutes les familles qui seront réparties dans les crèches alentour. Voilà, est-ce que nous pouvons clôturer la réunion publique? Je vous remercie pour votre présence. Monsieur le maire, vous voulez ajouter ? Non, je vais simplement, pour terminer, remercier évidemment tous les opérateurs qui sont venus très nombreux et très talentueux, passionnants sur ces opérations. C'est vraiment une opération à laquelle nous tenions depuis très longtemps. La restructuration, la qualification du secteur BAC, possession, Falguière, Platon. Et là, vraiment, on entre dans le vif du sujet, quoi. Hein. Parce qu'évidemment, il faut des années de concertation, d'études, etc. Là, vraiment, ça commence, avec en plus la modernisation du conservatoire, qui est toujours trop petit, c'est sûr, hein, mais c'est quand même une modernisation, amélioration. Et donc là, je pense que dans les 2 ans qui viennent, on aura une reconfiguration complète de cet îlot qui a quand même assez mal vieilli et qui aujourd'hui nécessitait une rénovation importante. La place Kandinsky. Oui, et l'immeuble. Où ça? Autour de Paris Habitat. Vous pouvez peut-être répondre, Paris Habitat. On est vraiment en cours d'étude encore sur ce sujet-là, donc on n'a pas de calendrier précis à vous donner en termes de travaux. Ce sont des études qui sont en cours. La première étape du côté de la place Kandinsky pour Paris Habitat, ce sera la réhabilitation de l'immeuble de 12 ateliers d'artistes. Et sur le reste, le réaménagement, en fait, on est étroitement lié au projet de la place Kandinsky qui est mené par la ville de Paris. Donc, on travaille ensemble sur quel serait le projet de la place et le projet de réaménagement du pied d'immeuble du 48 Bargues. Aujourd'hui, c'est en cours d'étude. C'est sûr. Mais ça se fera. Très bonne soirée à tous. Merci.